Laurent Mukieli est sociologue, directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire Mésopholie à Aix-en-Provence. Docteur de l'École des hautes études en sciences sociales, il a fondé la Revue d'histoire des sciences humaines et dirigé l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. Médaille de bronze du CNRS en sociologie, on lui doit une œuvre considérable sur la délinquance, la sécurité et la surveillance, de la frénésie sécuritaire à Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance. En janvier 2022, il publie la doxa du Covid, aboutissement d'une enquête de 20 mois menée avec un réseau informel, une cinquantaine de chercheurs et de médecins. Cette enquête lui vaudra d'être rappelé à l'ordre par sa propre institution, puis menacé par Mediapart de suppression de son blog, tenu depuis 2009 au nom de fausses nouvelles jamais précisément identifiées et exclues de colloques et de jurys. Il vient de préfacer le dernier livre d'Emmanuel Carré que nous recevrons à la rentrée. Eh bien, bonjour Laurent et bienvenue dans La Voix qui libère, le podcast de Les Lettres libres. Vous ouvrez la doxa du Covid par une phrase de Bachelard. Toute connaissance est une réponse à une question et s'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance. 4 ans plus tard, vous placez la même phrase au cœur de votre préface au livre de Emmanuel Carré. Nous voudrions passer cette heure sur les questions que personne ne posait et sur ce qu'il en a coûté de les poser. Alors, on va commencer avec un premier chapitre sur la doxa et son miroir complotiste. Alors, vous définissez la doxa comme un récit avec sa syntaxe et ses personnages. Et vous en résumez la matrice en 4 propositions. Une pandémie menace soudainement la survie de l'humanité entière. Aucune thérapeutique n'existe pour guérir le malade. Il faut confiner la totalité des populations. La délivrance viendra uniquement d'un vaccin. Ces 4 propositions n'ont pas été également difficiles à contester publiquement. Laquelle a été la plus impossible à discuter et pourquoi celle-là? Alors, on pourrait ajouter un cinquième élément, en fait. Il est périphérique, mais non négligeable. Selon les textes, des fois, j'ai rajouté celui-là, parce qu'il est, Ah, il est moins central, mais donc je vous le signale. En fait, on pourrait le mettre en premier, avant les quatre autres. C'est l'affirmation selon laquelle le SARS-CoV-2 est le résultat d'une zoonose, un virus de chauve-souris transmis par un pangolin, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, il s'agit très probablement d'un virus chimérique issu des recherches sur les gains de fonction, donc des manipulations génétiques qui ont été interdites en fait aux États-Unis à l'époque d'Obama et qui ont été en quelque sorte transférées en Chine, où plusieurs chercheurs américains ont continué à travailler sur le sujet. Voilà. Je dis très probablement parce que évidemment, le gouvernement américain comme le gouvernement chinois ont tous les deux, tout en se regardant en chien de faïence, bien sûr, ont tous les deux intérêt à cacher tout ça. Et peut-être que dans quelques dizaines d'années sortiront des archives, etc. Mais pour l'instant, les choses sont largement bloquées. Alors, c'est l'occasion de dire aussi quelque chose qui est important dans toute cette crise. Vous le savez, l'argument majeur sorti à tout bout de champ pour empêcher les gens d'exercer tout simplement leur esprit critique consistait à les accuser de complotisme. Si vous contestez d'une manière ou d'une autre le récit officiel, vous êtes un complotiste. Et donc, par exemple, dire qu'il s'agissait probablement d'un virus échappé d'un laboratoire plutôt que d'une zoonose naturelle était qualifié directement de complotisme. Or, c'est une erreur fondamentale. Mais le complotisme existe par ailleurs. Hein. Alors moi, je fais une différence très claire. C'est que c'est la question c'est la question du pourquoi, l'inconscient, la question de l'intention. Pour moi, le complotisme, c'est le raisonnement qui fait un procès d'intention. Hein. Je constate quelque chose et j'y ajoute une intention. Cette chose a été faite dans l'intention de faire du mal, etc. Voilà. Or, il y a une explication très simple qui s'appelle l'accident de laboratoire, qui est loin d'être le premier en matière de recherche virologique, comme dans d'autres domaines en réalité. C'est loin d'être le premier. Il y a déjà eu toute une série d'épidémies locales qui sont dues à des échappements depuis des laboratoires de haute sécurité en virologie. Vous voyez. Et donc ça, c'est fondamental, parce que cet amalgame entre critique et complotisme, il est caractéristique de ces discours de propagande qui nous ont été imposés.
Et c'est là qu'on s'est perdu, je dirais, fondamentalement. Hein, c'est encore aujourd'hui qu'on continue à se perdre d'ailleurs. Hein, voilà. Donc exercer son esprit critique, c'est absolument fondamental. C'est la définition même de la science. La science, c'est le doute, c'est le questionnement, c'est le débat contradictoire. Voilà. Si on arrive en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut juste le répéter. Là, ça s'appelle la religion, ça s'appelle la propagande politique en dictature, tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec la science. Et le complotisme, c'est autre chose. Ça consiste à faire le procès d'intention. Exemple typique, qu'on peut lire, bien sûr, qui existe, hein, qu'on peut lire sur Internet, sur certains sites, consistant à dire ce virus a été relâché volontairement pour tuer la moitié de l'humanité, par exemple. J'ai lu ça très souvent. Ce qui, au passage, est très infantile comme imaginaire, hein, parce que tuer la moitié de l'humanité, moi, ça me fait penser à ces films de science-fiction, les Marvel, que j'ai connu dans ma jeunesse comme bande dessinée, puis que j'ai revu comme film avec mes enfants quand ils étaient adolescents. Hein, on va trouver un super méchant qui veut tuer la moitié de l'humanité. Voilà. Donc c'est un imaginaire cinématographique, il faudrait le laisser là où il est. Bon. Et donc voilà, je voulais dire ça d'emblée parce que ça me paraît important. Alors ensuite, les 4 éléments fondamentaux du discours, et lesquels ont été les plus difficiles à contester. Difficile à dire. Alors, le premier élément, c'est celui qui consistait à dire on risque tous de mourir. C'est totalement faux, évidemment. On pouvait le savoir dès l'époque, tout simplement, si on maîtrisait les données statistiques et qu'on lisait les premières publications scientifiques. Je pense par exemple à un article de Johan Ioannidis qui était paru dès avril 2020. Enfin bref, on avait tout ce qu'il fallait déjà si on voulait faire ça. Alors, c'était très compliqué. Par exemple, lorsqu'avec mes collègues Laurent Toubiana, qui est épidémiologiste à l'INSERM, et Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'Université de la Sorbonne à Paris, on a analysé, on a essayé de publier avec d'extrêmes difficultés un petit article d'analyse des statistiques de mortalité qui montrait qu'il y avait rien, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous annonçait, hein, les comparaisons avec la peste, le choléra, la grippe espagnole, etc. C'est un fantasme délirant, hein, totalement délirant. Et quand on a dit ça, alors les journalistes nous ont collé une étiquette, ils nous ont appelés les rassuristes. Mais bon, voilà. Donc rien que ça déjà, c'était quand même déjà un petit peu sacrilège. Alors le deuxième point, plus difficile encore à contester, cette idée que prétendument, soi-disant, on ne pouvait rien faire pour soigner les gens. C'est totalement faux, à condition évidemment de soigner précocement, hein, pas d'attendre que les gens soient en soins intensifs aux urgences à l'article de la mort. Voilà. Et encore, même aux urgences, il y a des molécules qui fonctionnent. Mais on l'a montré très vite et c'était pas compliqué là aussi. Enfin, il suffisait de lire la bibliographie de manière un petit peu exhaustive. Non seulement il y avait toute une série de médicaments qui pouvaient être utilisés dans d'autres maladies virales, bactériennes, etc., qui pouvaient être repositionnés, comme on dit, sur le SARS-CoV-2. Donc le plus connu, c'était l'hydroxychloroquine associé à un antibiotique à large spectre qui s'appelle l'azithromycine et qui était le fondement du protocole de l'IHU de Marseille, associé à du zinc aussi pour démultiplier leur action et leurs effets immunitaires. C'était le plus connu. Par la suite, rapidement, on s'est aperçu qu'un antiparasitaire à très large spectre qui s'appelle l'ivermectine était sans doute encore plus efficace. A fortiori, si là aussi on l'associait à un antibiotique à large spectre, notamment pour combattre les co-infections virus-bactéries. Mais il y a eu encore d'autres repositionnements moléculaires. Hein. Je ne me souviens plus là tout de suite de la molécule qui est très utilisée, qui est un antidépresseur qu'on utilise couramment en psychiatrie. Et pareil, dont il a été montré par des études qui sont publiées qu'il avait également un impact en soins précoces sur la Covid-19. Et puis il y a, si on a un petit peu les yeux ouverts et qu'on veut bien regarder en dehors de la chimie, de l'industrie pharmaceutique, il y a des plantes tout simplement qui fonctionnent. Des pays entiers en Afrique se sont soignés avec l'artémisia. La supplémentation en vitamines était fondamentale, vitamine C, vitamine D en particulier. Et puis même, je dirais, il y a des aliments qui ont des propriétés antivirales, anti-inflammatoires, antioxydantes majeures, la spiruline par exemple. Bon, bref. Mais tout ça perturbait fondamentalement, contredisait le récit qui avait besoin de dire rien ne marche parce qu'on attend la délivrance qui ne pourra venir que du vaccin. Voilà. Ce qui fonctionne également sur le plan juridique. Vous savez qu'on ne peut pas comme ça donner des autorisations accélérées sans preuve à des choses si par ailleurs on sait déjà qu'un autre médicament bien connu, classique, a déjà fait ses preuves. Voilà.
Robert Kennedy Jr. l'a rappelé à de nombreuses reprises depuis qu'il est ministre de la Santé aux États-Unis. Donc ça a été très très compliqué, en particulier, alors selon les pays, tout le narratif officiel diffusé ensuite par les journalistes, on y reviendra, comment dire, à systématiquement diaboliser en fait ces médicaments, soit diaboliser les médicaments eux-mêmes, les molécules, soit diaboliser les médecins, les chercheurs qui les mettaient en avant. En France, c'est l'affaire Raoult, mais ça s'est produit en réalité dans la plupart des pays. Donc ça, c'était un gros point. Voilà, contester ce qu'un autre médecin américain bien connu, Peter McCullough, a appelé le nihilisme thérapeutique, et c'est un point majeur parce qu'une fois qu'on l'a compris et une fois qu'on analyse ses conséquences, eh ben on en arrive à la conclusion que j'ai écrit à de nombreuses reprises, qui est qu'en réalité, ce qui a fait le plus de morts pendant la crise du Covid, ce n'est pas le virus, c'est la façon dont nous l'avons géré, et en particulier, c'est ce refus de soigner, qui est quelque chose que par ailleurs, on n'avait jamais vu de toute l'histoire de la médecine. Pas plus qu'on avait vu, c'est le troisième point, ces fameuses mesures de confinement et de distanciation sociale, là aussi qui sont totalement inédites dans l'histoire. Ce qui est classique et ce qui a toujours fonctionné, et ce qui fonctionne toujours, c'est la mise en quarantaine des personnes infectées pendant quelques jours, le temps qu'elles ne soient plus contagieuses. Voilà. Ça, c'est le modèle absolument classique qui a toujours fonctionné et qui fonctionne toujours. La prétendue éradication de la variole, par exemple, proclamée par l'OMS en 1980, quand on va lire son rapport en détail, on s'aperçoit que c'est pas seulement le vaccin en réalité, c'est pas du tout. C'est aussi fondamentalement les mesures classiques de quarantaine, l'accès aux structures de soins, etc. Bon, mais ça, on y reviendra sans doute quand on parlera un petit peu de cette espèce de religion vaccinale qui sévit beaucoup en Occident. Donc ça, c'était difficile, mais c'était pas le plus dur à contester. En particulier cette idée que le confinement et puis le port du masque en population générale aussi. J'ai fait partie des gens qui disaient très tôt, qui ont dit très tôt que ça servait à rien. Pour tout simplement, là encore, ça ne tombait pas de la cuisse de Jupiter cette histoire. On n'était pas tout seul au fond d'une cave à fantasmer. Ça sortait encore une fois tout simplement d'une lecture tranquille, rationnelle, sans émotion, des connaissances disponibles. Voilà, en l'occurrence, le modèle des confinements, c'est quelque chose qui était une préconisation qui est issue de modèles mathématiques prédictifs, ou soi-disant, le plus connu étant celui publié dès le début de la crise par Neil Anderson, qui est un de ces modélisateurs, un statisticien au fond, qui fait un peu d'épidémiologie du London College, qui est connu pour ses fausses prédictions, parce qu'il en a fait une demi-douzaine d'autres, toute une série d'épidémies, il s'est trompé à chaque fois. Mais c'est intéressant de savoir aussi au passage que ces travaux sont en partie financés par la fondation Bill Gates. Et puis, il a eu ses équivalents et ses consorts et ses disciples dans d'autres pays. On avait les nôtres en France, je suppose que vous aviez les vôtres au Canada. Pareil pour les masques, alors là je dirais c'était encore plus grotesque. Il fallait vraiment être vraiment complètement hypnotisé par la propagande, au point d'être même pas capable de lire ce qui est marqué sur la boîte de masque chirurgical. Ce masque n'a aucune propriété antivirale, c'est écrit sur la boîte. C'était complotiste, ça. Et oui, mais vous voyez jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Imaginez que quelque chose, on compare la taille d'un virus avec les mailles d'un masque chirurgical, c'est une sinistre plaisanterie. Donc en fait, ça remplissait une autre fonction. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Bon, mais pour terminer là-dessus, mon quatrième ou mon cinquième point du coup, c'est évidemment le plus difficile à combattre. C'est le dernier argument de la doxa, la fin du récit, le Deus ex machina au sens littéral, Dieu qui sort de la machine, de la technologie, la religion, la technologie, qui est ce qui nous reste de dimension un peu religieuse en Occident en réalité. Cette croyance dramatiquement fausse, qui est un suicide organisé, consistant à penser que à tous nos problèmes fondamentaux, c'est vrai sur le plan sanitaire, mais c'est pareil pour la crise environnementale, etc., nous allons trouver des recettes technologiques qui vont nous sauver. Bon. Alors là, c'est très très dur parce que là, pour le coup, on touche avec la question des vaccins, on touche en Occident à un véritable phénomène religieux. Il faut comprendre ça.
je l'ai expliqué très en détail au début du mois de juillet, là, dans un premier grand colloque critique. Vous pouvez enfin dire les choses, qui a eu lieu à Londres, au London College, à la British Academy, par contre, pardon, London College, c'était Anderson. À la British Academy, au début du mois de juillet, c'est une vérité, il faut comprendre ça, c'est une véritable idéologie laïque, mais une religion sans Dieu, si on veut, qui sacralise le vaccin, donc c'est l'idéologie pro-vax, qui est le pendant exact et qui s'est construit historiquement depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis les débuts de ce qu'on appelait à l'époque la variolisation, hein, comme le pendant exact de l'idéologie anti-vax. Sauf qu'il y en a une qui est laïque et l'autre qui est religieuse, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Et donc, si on n'adhère pas à l'idéologie vaccinale, ben, on devient un mécréant et on est exclu de la communauté. Voilà, donc ça, bien sûr, ça a été le plus difficile de tout, ce qui a à la fois déclenché le plus tous les mécanismes donc d'ostracisation, de répression, et puis par ailleurs le plus d'émotion chez les gens qui étaient dans la croyance religieuse, mus par une grande peur et qui attendaient ça en tremblant, ceux qui avaient totalement adhéré au discours, et qui, on y reviendra sans doute, ne sont pas les gens sans éducation, c'est même le contraire. Ces phénomènes de conformisme tenant à la croyance voisinant avec la croyance religieuse se constate en particulier chez les élites diplômées. Mhm. C'est amusant parce qu'au Canada, ils avaient même rendu l'ivermectine indisponible complètement. Moi, j'ai eu une dispense de masque le 3e jour après son imposition. Et malgré ma dispense, j'ai pu aller nulle part. Mon employeur a préféré me payer à rester à la maison. Donc, c'est juste pour vous dire jusqu'où ça a été. Ça va même plus loin. Alors, je sais pas au Canada, mais si vous voulez des exemples, il ne faut pas croire que le Canada a fait pire que d'autres, hein. En France, on a été très très fort quand même. Parce que la discrimination des non-vaccinés, ça allait jusqu'à leur interdire l'accès aux soins, hein, leur refuser l'entrée à l'hôpital ou refuser la consultation en médecine de ville, hein, en médecine privée. C'est allé jusqu'à vouloir affamer les gens. De mémoire, en octobre 2021, de mémoire, c'est dans les références et dans tous mes travaux, une vingtaine de présidents de conseils de département en France ont publié de mémoire, c'est dans le journal Le Parisien, une tribune annonçant qu'ils ne verseraient pas le principal minima social aux gens qui étaient non vaccinés et qui venaient de perdre leur travail, comme par exemple tant de professionnels de santé. Voilà. Autrement dit, on voulait les affamer, les faire mourir de faim, eux et leurs familles. La violence va jusque-là. Une fois qu'on a compris qu'il s'agit d'une religion et qu'il s'agit donc d'exclure les mécréants, on comprend mieux, parce que dans toute l'histoire religieuse, on voit ce phénomène avec des formes extrêmes auxquelles on ne peut plus vraiment recourir, quoique, hein, je veux dire, la forme extrême, soit c'est de tuer physiquement, mais plus couramment, c'est de bannir de la société. De bannir la société. Et c'est exactement cette logique-là. Il faut se rappeler ici le discours en France, c'est le discours du président de la République, M. Macron, disant, j'ai plus la date précise en tête, mais c'est la même période, bien sûr, disant les non-vaccinés, on se souvient de la formule, j'ai très envie de les emmerder. Pour ses propos. Mais quand on lit l'ensemble du discours dans lequel cette petite phrase est placée, il écrit noir sur blanc que celui qui ne se vaccine pas n'est plus un citoyen. N'est plus un citoyen. Voilà. Donc c'est bien de ça dont il s'agit, le bannissement de la communauté, ce qui encore une fois est un marqueur du phénomène religieux. Ce qui m'a marqué aussi, c'est à l'époque de 2021 jusqu'en 2024, en 2022, j'étais encore au secondaire, mais à mes études secondaires au Québec, au Canada, ce qui m'a marqué, c'était la propagande qui était effectuée. Je n'exagère pas quand je dis que c'était tous les matins. Les 10 à 15 premières minutes d'une classe, d'un cours, c'était de la propagande sur la COVID, sur il faut respecter les couvre-feux, les mesures sanitaires, etc. Je me rappelle, il y a une élève de mon âge, elle avait pas plus de 15 ans. C'était incroyable de dire ça à 15 ans. Elle a dit, ceux qui ne sont pas vaccinés devraient tous aller en prison. Et moi, j'étais derrière elle et j'étais choquée, vraiment.
Donc, ils ont réussi, les professeurs, donc ceux qui sont censés nous enseigner l'esprit critique, et de nous enseigner qu'on peut avoir notre propre pensée. On fait une propagande incroyable. Et même moi, j'avais une dispense du masque à l'époque à cause de problèmes de peau sur les oreilles et la tête, du psoriasis très sévère. Et j'avais des profs qui me regardaient comme si j'avais la lèpre, en fait. C'était incroyable. C'est fou. C'est ça. C'est ça. On se sentait banni de la société. Et il y avait des enfants, parce que c'est ça, nous étions que des enfants, qui disaient qu'il fallait que les non-vaccinés aillent en prison. D'avoir une pensée pareille à un si jeune âge, ça m'a ébloui, c'était incroyable. Et oui, les enseignants ont massivement participé à ce conditionnement. Vous écrivez que le complotisme est l'envers du miroir de la doxa et l'argument de ceux qui n'en ont pas. Mais vous refusez tout autant l'idée d'un projet ourdi en secret. Vous parlez d'une convergence d'intérêts qui s'étale sous nos yeux. Qu'est-ce qui distingue méthodiquement une convergence d'un complot et comment tient-on cette ligne quand on se fait traiter de complotiste chaque semaine ou chaque jour? Ouais. Alors, j'y ai déjà en partie répondu tout à l'heure quand on parlait de l'origine du SARS-CoV-2. Hein. Mais effectivement, en 2021, j'ai écrit assez vite un papier qui s'appelait le complotisme pour les nuls, hein, allusion à la série bien connue de livres Ceci, cela pour les nuls. Pour expliquer ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un chercheur scientifique comme moi, comme c'est mon métier, était obligé du coup de marcher sur une espèce de petite ligne de crête qui sépare deux abysses, hein, d'un côté celui de la propagande politico-industrielle et de l'autre côté celui du complotisme, c'est-à-dire celui qui fait des procès d'intention en permanence. Voilà. Et quand on marche sur cette crête, ben, ce qu'on aperçoit assez vite pour comprendre cette affaire, c'est effectivement une convergence d'intérêts parmi les élites, hein, les élites politico-financiaro-industrielles qui dominent aujourd'hui l'Occident, qui sont mondialisées depuis longtemps, hein, comme toutes les sociétés et toutes les économies à la base, et qui interagissent. Cette mondialisation des élites, elle est institutionnalisée. Hein, ces gens se rencontrent, ils ont leur lieu régulier, ils s'échangent des services, ils s'embauchent, ils se réembauchent, soi, son conjoint, sa femme, ses enfants. Enfin, bref, c'est un fonctionnement de groupe, d'élite mondialisé. Il a les manifestations les plus connues, c'est le WEF, c'est le Forum économique mondial, entre autres, mais il y a d'autres clubs. Et par ailleurs, cette convergence d'intérêts sur la question des épidémies et la réponse vaccinale, elle est travaillée en réalité depuis une vingtaine d'années par un certain nombre des plus influents parmi ces élites. J'ai déjà parlé de la fondation Bill Gates tout à l'heure, c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Il y a pas, c'est pas une pyramide, comment dire, c'est comme en matière criminelle, on emploie à tort et à travers l'expression mafia quand on parle du narco-banditisme par exemple, en s'imaginant que c'est une pyramide avec le grand chef en haut, ses lieutenants, les soldats, etc. Ce n'est jamais comme ça. Hein, ce n'est jamais comme ça. Ce sont des associations de réseaux qui ont un intérêt convergent à un moment donné, dans un but fondamentalement de faire de l'argent, voire d'imposer aussi une certaine vision du monde. Et qui ont noué toute une série d'alliances comme ça. Donc autour de la table, il y a des représentants d'agences gouvernementales, il y a la fondation Bill Gates, il y a des représentants de l'industrie pharmaceutique, il y a des banquiers, etc. Voilà. Et puis il y a des représentants de toutes les autres types de métiers et institutions qu'ils arrosent au fond financièrement. Et on a toutes les preuves, c'est bien connu en été, là aussi, il suffit de lire, hein, encore une fois, de travailler tout simplement, pour voir comment depuis au moins une quinzaine d'années, on va dire, dans l'idée toujours d'anticiper les catastrophes à venir, hein, anticiper les futures pandémies, etc. C'est une des obsessions de ce réseau. Et bien, comment on ne cessait de mettre au point des scénarios et de les répéter, en fait. Hein. Et il faut inclure là-dedans les représentants de l'OMS, bien sûr, aussi. Hein. Et de ce point de vue-là, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je ne suis pas tombé dans l'hypnose collective, c'est tout simplement que j'avais un peu de mémoire. En particulier, j'avais la mémoire de 10 ans plus tôt, la crise H1N1, qui rétrospectivement apparaît comme une espèce de répétition générale avant le Covid, mais qui a avorté.
Et quand on lit d'ailleurs les travaux issus de ces réunions, de ces réseaux qui ont eu lieu entre 2010 H1N1 et 2020 Covid, c'est frappant de voir qu'ils expliquent au fond que en 2010, je sais plus, je crois que c'est dans le compte rendu de Event 201, qui est le nom qu'ils avaient donné à une de ces réunions là, préparatoires, dans lesquelles c'est écrit noir sur blanc, en 2010, nous n'avons pas réussi à imposer ce qu'on voulait imposer, hein, c'est-à-dire le discours sur la catastrophe générale, la déclaration de pandémie et tout ce qui s'ensuit derrière, les mesures exceptionnelles, la préparation du vaccin qui nous sauvera tous, tout le reste, tout ça était déjà prêt, bien sûr. Et donc, ils ont dit dans ces analystes post-H1N1, en 2010, nous n'avons pas réussi à maîtriser totalement la communication. Voilà. C'est édifiant. C'est ce qui a, au contraire, à peu près totalement réussi en 2020. La maîtrise de la communication par tous les mécanismes de propagande et de censure sur lesquels on va revenir. Votre enquête a réuni une cinquantaine de chercheurs et de médecins, 68 épisodes, 46 contributeurs ce 20 mois. Chacun risquait quelque chose. Comment tient-on un collectif dont aucun membre n'a intérêt à en faire partie? Oui. Bon, alors, c'était 68 épisodes et 46 contributeurs au moment où j'ai publié ma synthèse au fond de tout ça, hein, dans ce livre en 2 volumes qui s'appelle La doxa du Covid. La doxa étant le discours des dominants. Le discours dominant parce que c'est celui des dominants, et c'est un discours à travers lequel ils s'auto-justifient et s'auto-légitiment. Nous avons la compétence, nous savons, vous ne savez pas, taisez-vous. Les sachants, comme disait M. Macron. Ouais, quelle blague. Voilà. Mais donc en réalité, mon enquête elle s'est poursuivie jusqu'à fin 2024 largement. Après avoir été censuré sur Mediapart, je suis passé sur un tout petit média en ligne qui s'appelle Quartier Général, qui a fini par me censurer à son tour, hein, sur la question des vaccins, comme par hasard. Mais donc en final, c'est plus d'une soixantaine en fait de collègues et de soignants avec qui j'ai collaboré, sur plus d'une centaine, 102 je crois au final épisodes. Voilà. Bon. Alors, qui sont ces gens? Ben, je dirais c'est un petit peu tous celles et ceux. Ben, il faut 2 critères. Le premier critère, c'était d'avoir compris que ce narratif était globalement faux. Hein, on nous racontait une histoire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de virus, qu'il n'y avait pas de choses à faire, etc. Mais l'histoire qu'on nous en racontait, la version qu'on nous a donnée était fausse. Donc, il fallait l'avoir réellement bien compris. Et 2, il fallait avoir le courage de le dire publiquement. Et ce deuxième élément est tout aussi important que le premier, et tout aussi discriminant que le premier. Moi, j'ai des souvenirs très précis, et je crois que je le dis aussi dans la préface au bouquin d'Emmanuel Le Carré. J'ai des souvenirs très précis de gens qui venaient me voir à la machine à café dans mon université, hein, en me disant « Oh, c'est bien ce que tu fais, Laurent, t'as raison, parce que franchement, ils abusent et tout, machin. » Je dis « Ah bon, bah regarde, on a fait un texte collectif qu'on va essayer de passer dans les médias, tu signes alors, puis on est nombreux. » Ça dit « Ah non, moi je n'ai pas d'ennui. » Voilà. Donc il fallait, avoir l'intelligence de le comprendre, et 2, avoir le courage de le dire. Voilà. Voilà, donc ça. Après, moi, j'ai fonctionné de manière très empirique. Hein, je veux dire, j'ai commencé à publier. Donc, d'abord, j'ai compris qu'on assistait à une nouvelle tentative de narration globale, un peu comme H1N1, parce que donc je m'en souvenais. Il se trouve aussi que, de par mon métier précédent, ma spécialité fondamentale, qui était la sociologie de la délinquance au sens large, c'est-à-dire la délinquance, c'est toutes les formes de délinquance pratiquées par tous les types de personnes, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur position dans la société. Hein. La délinquance, c'est pas simplement les pauvres qui volent des voitures, qui trafiquent de la drogue, qui se bagarrent entre eux. Hein. La délinquance, c'est aussi les gens en costard-cravate. La délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi. Point. Voilà. Donc ça existe tout autant chez les élites, ça existe dans tous les milieux sociaux et dans tous les métiers. On est censé le savoir en sciences humaines et sociales depuis les années 1930, depuis bientôt 100 ans, hein, grâce en particulier à un sociologue important qui s'appelle Edwin Sutherland, et qui a forgé le concept pour définir ça, c'est le white collar crime, la délinquance en col blanc, hein, le col blanc du cadre par opposition au bleu de travail de l'ouvrier, voilà, pour bien montrer que c'est dans tous les milieux. Voilà. Mais donc pourquoi
pourquoi ça finalement donc ça a fonctionné? Ben, les personnes qui avaient ces deux critères, hein, d'être capable de comprendre un petit peu ce qui se passait loin du narratif, et d'avoir d'avoir le courage de s'investir dans la publication de nos doutes, ben, je leur ai proposé au fond, à travers le premier blog que j'avais, hein, sur Mediapart, je leur ai proposé un lieu d'échange et un lieu de publication. Au fond, mon blog a fonctionné comme une espèce de mini-revue en ligne. Hein, voilà. Une partie les plus proches collaborateurs étaient formés avec moi comme une espèce de comité de rédaction. Hein, on relisait des papiers, on s'échangeait, on faisait de la bibliographie. Est-ce que tu as vu ça, tu n'as pas vu passer ça, il y a ça qui vient de sortir, bon, voilà, etc. C'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. On va passer au bloc 2 avec le confinement, cette période de soumission à l'autorité. Alors, c'est à toi, Eleonore. Vous saluez chez Bouillaka et Margot le fait d'avoir défatalisé la décision de confiner. Ni la Suède, ni ses voisins nordiques, ni l'Islande, ni les Pays-Bas, ni la majorité des Länder allemands n'ont enfermé leurs habitants. Cette information est disponible en 2020. Pourquoi est-elle restée inaudible selon vous? La narration, toujours la même. Le récit officiel, la doxa, il fallait croire que, je cite, enfin, c'est l'argument central, hein, c'est consistant à dire, au fond, oui, c'est dur, c'est bien dommage, mais c'est inévitable, et d'ailleurs, tout le monde le fait. C'était ça l'argument fondamental. Hein. C'est inévitable, tout le monde le fait. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Hein. Alors bien sûr, il y en a qui ont fonctionné comme ça en Occident, en réalité. Hein. En France, par exemple, on a clairement largement copié l'Italie, l'Espagne, etc. Enfin, les choses se voient dans la chronologie même. Mais dans la réalité, comme vous venez de le dire, tout un tas d'autres pays européens, en particulier en Allemagne et les pays scandinaves, qui sont par ailleurs les seuls pays qu'on pourrait dire à peu près démocratiques au sens de la démocratie représentative. Voilà, quand on regarde chaque année les index démocratiques, c'est quand même intéressant de voir que c'est les pays scandinaves qui systématiquement arrivent en tête et de loin. Mais dans le reste du monde, c'est également. Enfin, je veux dire, tout est parti de Chine et on s'est mis à imiter le fantasme qu'on s'est fait de la réalité chinoise. Hein, mais même en Chine, le pays n'a jamais été totalement confiné. C'était seulement certaines provinces. Donc même en Chine, le Japon n'a jamais confiné. Enfin, on pourrait continuer comme ça. Bon. Donc voilà, c'est vraiment ce mensonge fondamental, mensonge auto-justificatoire. Hein. C'est inévitable, tout le monde le fait, donc vous comprenez bien qu'on est obligé de le faire comme les autres. Voilà. Ce qui est juste faux. Exactement. Et alors, ce qui était assez comique, c'est que la Belgique attendait la décision de la France, et puis le lendemain, elle faisait comme la France. Il y a une échelle de ceux qui n'ont jamais du tout confiné jusqu'à ceux qui ont fait les choses les plus aberrantes. On a parlé de nos pays respectifs, mais je crois qu'en Argentine, le confinement a duré très dur. 2 ans, voilà. Dans certains pays africains, je crois qu'en Ouganda, les écoles ont été fermées pendant 2 ans d'affilée. L'Australie, c'est un exemple aussi. L'Australie était très très loin aussi, bien sûr. Très très loin. Ouais. En tout cas, 21 millions de contrôles, 1,1 million amendes à 135 € pour le seul premier confinement. La France et l'Espagne, champions européens de l'enfermement. Faute de pouvoir mettre un gendarme derrière chaque citoyen, écrivent des auteurs, le pouvoir s'est efforcé de transformer chacun en gendarme de soi-même. Où finit l'obéissance et où commence la collaboration? Oui, c'est encore une bonne question. Alors, avec ceci dit, une différence entre la France et l'Espagne, quand on regarde le nombre d'amendes distribuées, le pire pays occidental, c'est l'Espagne, à ma connaissance, en tout cas en Europe, c'est certain. Mais avec une différence, et la France arrive juste derrière, en deuxième. Dans beaucoup d'autres pays, il y a eu tout un tas de consignes, etc., mais il n'y a pas eu ce flicage, cette distribution d'amendes par la police de manière généralisée, comme ça a été le cas dans ces deux pays-là en particulier, avec quand même une différence majeure qui fait qu'au final, c'est la France le pire. La différence, c'est qu'en Espagne, le tribunal constitutionnel a finalement, fin 2021, je crois de mémoire, a finalement annulé la loi qui prévoyait de coller ces amendes, etc. Et les citoyens ont pu du coup demander le remboursement des amendes. Voilà. En France,
pas du tout, ça n'a jamais été fait. Voilà. Bon, alors ça, c'est aussi l'occasion pour creuser cette question, c'est l'occasion quand même de signaler, notamment en France, je ne connais pas suffisamment le régime juridique des autres pays, mais j'ai aussi une formation en droit à la base, entre autres disciplines. C'est aussi l'occasion de signaler ce qu'on a vu en France, à savoir la soumission. D'aucuns diraient la soumission avec des phénomènes de connivence, bien sûr, de la justice administrative. Donc je pense à la fois au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, qui ont en réalité quasiment tout avalisé des mesures gouvernementales, toujours sous prétexte de l'urgence sanitaire. Donc ça, c'est quand même une leçon aussi qu'on doit tirer, c'est une leçon sur la démocratie et sur le fonctionnement de la justice administrative française, dont on sait que, encore une fois, je ne prétendrai pas parler pour les autres pays que je ne connais pas suffisamment en détail, mais dans le cas de la France, cette soumission et cette connivence, elles sont avérées. Elles se lisent à la fois en partie dans les statuts, mais surtout quand on regarde les personnes et le curriculum, le CV des personnes. En France, cette Cour suprême, contrairement à beaucoup d'autres pays où on cherche à minima à trouver des magistrats expérimentés, en France, il n'y a aucun critère, il n'y a pas besoin de connaître du tout, en aucun cas de connaître la loi, de connaître la justice. Le critère, il est politique. Jusqu'à une réforme récente, d'ailleurs, tous les anciens présidents de la République étaient d'office membres du Conseil constitutionnel. Monsieur Sarkozy s'est retrouvé membre du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, par exemple. Voilà. Monsieur Sarkozy, qui était un délinquant, condamné définitivement à de la prison à 2 reprises par la justice. Donc, c'est vous dire le côté un peu plaisanterie malheureusement qu'il y a là-dedans. Mais le Conseil d'État, c'est pareil, c'est-à-dire que le Conseil d'État, quand on regarde, encore une fois, non pas les statuts officiels, la jolie règle sur le papier, mais quand on regarde le fonctionnement réel, on s'aperçoit que les agents, les personnes, les conseillers d'État sont pour une bonne partie d'entre eux des gens qui en réalité font pas du tout toute leur carrière comme juriste dans la justice administrative pour contrôler la loi, puisque c'est le but du jeu, c'est la fonction de cette institution. En réalité, on s'aperçoit que ce sont des gens qui font des allers-retours permanents avec la carrière politique, voire avec par ailleurs les épisodes de pantouflage dans l'industrie également. Ce qui est, il faut comprendre à quel point c'est une catastrophe, c'est-à-dire que ça veut dire que vous pouvez avoir théoriquement la même personne qui, le lundi matin d'une semaine, est conseiller d'État en train de contrôler la légalité d'un texte de loi adopté par le gouvernement du moment, et le vendredi va se voir nommer membre d'un cabinet ministériel, voire même du cabinet du ministre de la loi en question qu'il contrôlait le lundi. Voyez. Et il peut également se retrouver à aller pantoufler parce que le ministre a sauté et qu'il n'est plus membre du cabinet en question. S'il ne retourne pas directement au Conseil d'État, il peut aussi aller pantoufler dans l'industrie. Et il peut même, dans certains cas, aller pantoufler dans l'industrie en lien direct thématique avec le domaine dont s'occupait le ministre en question. Vous voyez l'espèce de systématisation des conflits d'intérêts auxquels on assiste, avec des phénomènes où la même personne peut passer de la position de contrôleur à contrôler, et vice-versa. C'est un véritable nid, un accélérateur de conflits d'intérêts et de pactes de corruption. C'est une catastrophe pour la démocratie. Voilà. Donc ça, et un mélange de la séparation des pouvoirs hallucinant, quoi. Complètement. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui porte atteinte à la démocratie. Ça vient directement, effectivement, attenter à ce principe fondamental de la séparation des pouvoirs, sans lequel... c'est d'ailleurs c'est un des éléments de la déclaration fondamentale de 1789 en France. Je veux dire, tout de mémoire, je ne sais plus quel article c'est, je le cite au début d'ailleurs en exergue du tome 1 de la doxa du Covid. Tout régime où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'est ni une république ni une démocratie. Voilà. C'est très très clair. Voilà. C'est parce que vous parliez de la France, mais on a vu quasiment le même schéma au Québec. Je ne peux pas parler vraiment du reste du Canada, mais en tout cas au Québec, le gouvernement du Québec, avant la COVID, a augmenté incroyablement les salaires des médecins. Et donc, leurs salaires ont explosé de presque 50%. Et on a vu la même chose avec les juges, qui n'ont pas de 50%, mais aussi une très grosse augmentation, je crois, si je ne m'abuse, autour de 20 à 30%.
juste avant la Covid. Alors évidemment, après, il est plus difficile de cracher dans la soupe. Tout à fait. Mais alors, je ne sais pas pour les juristes, je n'ai pas connaissance de ça en France. Par contre, pour les médecins, pendant la crise du Covid, c'est évident. Il y a la dimension toute simple de corruption par l'argent direct, c'est tout à fait observé. Pas que pour les médecins, d'ailleurs, je dirais les professionnels de santé de manière générale. les, les, les pharmaciens se sont beaucoup enrichis pendant la crise du Covid, les laboratoires d'analyse, évidemment, hein, les tests PCR, etc. En une dimension industrielle et ont beaucoup enrichi ces professions. Quant aux médecins, bien sûr, en médecine de ville, en médecine libérale, la consultation pour Covid était majorée. À l'hôpital, même chose. Quant à la vaccination, les vaccinateurs dans les vaccinodromes, bah, moi, rien que le mot m'écorche la bouche et les oreilles. Hein. Oui, ça c'était fou avec le hot dog en récompense au C'est Québec. ça, Le hot dog c'est en ça, c'est récompense. ça. C'est ça. Ok. Bon, c'est le troupeau de brebis, quoi. Hein. C'est le Ouais, troupeau de c'est ça. brebis qu'on vaccine les unes après les autres en leur mettant un petit peu d'herbe fraîche sous le nez pour les faire rentrer dans l'endroit où on va les injecter. C'est vraiment de ce niveau-là. Hein. On a vu toutes sortes de choses. Hein. En Suisse, c'est étonnant aussi. Mais c'est tout à fait ça. Donc, les médecins vaccinateurs dans les vaccinodromes étaient payés à la vacation journalière de mémoire de 840 € en 2022. Je l'ai observé dans 2 hôpitaux de manière empirique, directe. Hein, voilà. Et ça, c'était pour les jours de semaine. S'ils faisaient ça le week-end, on arrivait pas loin de 1000 € par jour. Donc imaginez un médecin qui va prendre les 4 week-ends dans le mois, il peut se faire 8000 €. C'est-à-dire qu'il peut à minima doubler son salaire, voire pour un simple médecin généraliste de campagne, le multiplier par 2,5. Donc c'est véritablement la corruption directe par l'argent, vraiment. Tu fais ça et tiens, voilà une liasse de billets en échange. Et sans s'en cacher, parce que le gouvernement du Québec a déclaré, je pourrais retrouver la vidéo, publiquement, lors d'un point de presse, que on était très pressé au Québec, parce que quand quelqu'un mourait, ben, on mettait mort Covid par défaut, parce que dans le fond, on ne savait pas vraiment, donc c'était mort Covid, quoi. Donc en fait, il y a eu une explosion des morts Covid sans fondement médical. Tout à fait. Ce qui du coup impactait les statistiques de mortalité. Qui sont totalement exagérées. Non seulement telles qu'elles sont, elles montrent déjà qu'il n'y a jamais eu l'hécatombe mondiale annoncée, mais qui plus est, telles qu'elles sont fallacieuses. Précisément parce que rajouter le tampon motif Covid était avantageux, hein, y compris bien sûr dans les hôpitaux. C'est pour ça que il y a un article grec qui l'a très bien montré, qui est paru en 2025 en anglais dans une revue biomédicale anglo-saxonne. J'ai plus le plus en tête comme ça, où en fait une équipe de médecins, ils ont repris, qui travaillaient dans la demi-douzaine d'hôpitaux publics d'Athènes, la grande capitale, et ils ont repris tous les dossiers des personnes décédées dans ces hôpitaux et qui ont été estampillés morts du Covid. Et ils ont repris tous les dossiers médicaux des personnes avec l'historique médical. Voilà. Et ils ont montré en gros que la moitié des personnes cataloguées morts Covid n'étaient pas morts du Covid. Ils étaient morts avec, à un moment donné, dans la semaine qui a précédé, un test positif. Ce qui est tout à fait différent. Mais en réalité, ils étaient là pour d'autres raisons. La phase terminale de leur cancer, par exemple. Ou on a même vu des cas d'accident. Quelqu'un qui arrive après un accident de la route, qui a un test positif, il meurt, on le classe mort du Covid. C'est un niveau de ridicule qui surprend rétrospectivement, mais c'est pourtant ce qui s'est fait sur le moment. Et donc à l'arrivée, ça veut dire qu'il faut à minima, de toute façon, diviser par 2 toutes les statistiques officielles de mortalité Covid. Exactement. À toi, Pucinette. J'ai pas totalement répondu à votre question, ceci Oh, dit. excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, c'est juste pour être complet. Vous m'aviez aussi interrogé sur ces processus d'obéissance, chacun devient le gendarme de soi-même, etc. Bon, oui, c'est important, on devient le gendarme de soi-même et le gendarme des autres. Hein. Voir les dénonciations de voisins.
pendant le confinement. Hein. C'était une des choses qui m'avait frappé durant même le premier confinement, donc mars, avril, début mai 2020 en France. Je discutais le plus possible partout, évidemment, je faisais une enquête tout azimut, donc j'interviewais. Ouais. Je me souviens par exemple d'avoir interviewé, entre autres, le maire de la commune où je résidais où je résidais à l'époque, et qui était très choqué lui-même de ça, du nombre de coups de fil ou de courriers de dénonciation de voisins. Ça, je les ai vus hier soir, ils ont fait un barbecue, ils étaient 5. Enfin, on en rit pour pas en pleurer, hein, voilà. Mais même chose après pour la dénonciation du non-port ou du mal-port du masque, etc. Là, il l'a mis un peu en dessous le nez, etc. Voilà, punition, machin. Donc c'est emblématique de ces phénomènes de conformisme social, hein, encore une fois. Pour le dire simplement, le mouton ne veut pas être exclu du troupeau, hein, donc il adopte le comportement défini par le chef de troupeau, la norme donnée, et il surveille à son tour tous les autres. Tout ça est très connu par une discipline scientifique que je connais bien et qui est très importante, qui a là aussi plus d'un siècle d'existence, qui est la psychologie sociale expérimentale, dont un des thèmes majeurs de cogitation, c'est précisément les phénomènes de conformisme social. Hein. Il y a des travaux, des expériences extrêmement célèbres de Salomon Asch sur le conformisme, de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité. Voilà, mais avec, au fond, on peut dire que nous avons vécu à l'époque du Covid une expérience grandeur nature de ces expérimentations sur le conformisme social qui jusque-là étaient faites en laboratoire. Alors vous relevez que les plus soumis furent les plus jeunes, que l'épidémie ne menaçait pas, et les plus rétives, les personnes âgées, qu'elle menaçait vraiment, en tout cas plus. Que faut-il conclure d'un peuple dont la docilité n'a rien à voir avec le danger qu'il court? Alors effectivement, les personnes qui ont globalement le moins adhéré au récit et à toutes les mesures politico-administratives archi-contraignantes sont plutôt les personnes âgées. J'ajouterais surtout celles qui vivaient à la campagne, hein, en dehors des grandes villes en tout cas. C'est quelque chose, alors on peut le voir quand on analyse les quelques sondages qu'il y a eu sur l'adhésion aux mesures gouvernementales ici ou là, on trouve systématiquement une proportion selon les sondages, on va dire en moyenne, au moins un gros tiers, on va dire, de la population qui n'adhérait pas. Moi, je l'ai constaté également à titre personnel. J'ai fait une quarantaine de conférences publiques après la sortie de mes deux livres là, sur le Covid. Et on va dire qu'en moyenne, il y avait 100 personnes à chaque conférence. Donc, j'ai un petit échantillon, en quelque sorte, de 4000 personnes. Et quand je regarde ce petit échantillon, la première chose qui m'a toujours frappé, c'était son âge. Voilà. La moyenne d'âge de tous ces gens que j'ai rencontrés et qui venaient me rencontrer, c'est 60-65 ans, très clairement. Alors, je pense qu'il y a là et des gens qui vivaient donc plutôt en dehors des grandes villes, hein, un petit peu loin du cœur du troupeau. Mais je pense qu'il y a un troisième facteur qu'on ne voit pas. Alors d'abord l'âge, oui, mais je pense qu'il y a, c'est tout simplement, pas tout simplement, c'est au moins en partie une affaire de vécu. Hein, je veux dire, les jeunes, ceux qui, comme vous, Léonore, à l'époque, étaient encore adolescents ou grands adolescents, par définition, ils n'ont pas d'expérience. Et je dirais, leurs parents immédiats, qui ont 25 ans de plus, ils n'en ont pas tant que ça non plus. En tout cas, ils n'ont pas l'expérience de crise majeure, ils n'ont pas l'expérience de guerre, etc., puisqu'on était censé être en guerre. Hein. Et donc, toutes ces personnes sont du coup très tributaires de ce qu'ils voient et entendent dans les médias, les réseaux sociaux, qui étaient presque tous contrôlés en réalité. Voilà. Quand on arrive vers la génération suivante, les grands-parents, au fond, d'aujourd'hui, hein, je veux dire, eux, ils ont connu directement ou par transmission familiale directe de leurs propres parents la guerre, la vraie, hein, pas celle de M. Trudeau ou de M. Macron, la vraie guerre. Donc, je veux dire, on ne peut pas leur raconter des salades comme ça, voilà. Parce qu'ils ont une expérience. Ils ont une expérience de ça. Ils savent ce que c'est la guerre, ils savent ce que c'est la mort, ils savent ce que c'est les grandes crises, ils savent ce que, etc. On ne peut pas leur faire peur comme ça juste en agitant quelques images et quelques discours. Et puis, au fil du temps, moi, j'en suis venu à rajouter un troisième facteur. Ce que je dis là est très empirique, hein, c'est sur mon expérience, voilà, les quelques centaines de personnes, les milliers de personnes que j'ai rencontrées, vues, et puis les quelques centaines avec qui
j'ai pu vraiment parler un petit peu plus profondément et donc pour bien comprendre leurs avis, leurs motivations, leur trajectoire. Moi, je rajouterais un critère quand même qui est le suivant, c'est que beaucoup de ces gens qui ne sont pas laissés embarquer dans le narratif étaient aussi des personnes qui avaient un vécu médical, une histoire médicale, euh, euh, une expérience de problèmes de santé, soit comme professionnels de santé. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez en particulier tous les médecins qui se sont exprimés en dissidence pendant la crise du Covid, vous êtes frappé de voir que ce pas des petits genoux. C'est des médecins qui ont, là, eux aussi, ils sont pas loin d'avoir 60 ans en moyenne d'âge en fait. Donc ce sont des gens expérimentés, pareil, à qui on ne la fait pas. On ne leur raconte pas que le SARS-CoV-2 c'est la grippe espagnole et qu'on va tous mourir, etc. On ne leur raconte pas qu'on peut rien faire, qu'on peut pas soigner les gens, que vraiment il faut baisser les bras, rester chez soi avec du Doliprane. Non, voilà, c'est juste pas possible. Outre que c'est contraire à leur éthique médicale fondamentale, ça contredit leur expérience aussi. Voilà. Et puis, quand ce n'était pas des professionnels, ben, c'était des gens qui, je dirais, qui ont été malades, qui ont fait l'expérience de la maladie chronique, pas être malade comme tout le monde peut être un jour ou l'autre, et qui ont dû du coup comprendre leur corps, apprendre à gérer leur santé. Et cette expérience de la maladie, ben, ça les a déliaisés quelque part, au fond. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment rencontré assez souvent pour en faire un des critères aussi. Je dirais. Alors, ben, c'est à moi. 4% des enquêtés ont subi une pression de leurs concitoyens. Et vous notez que le déclencheur ordinaire de la délation fut le bruit. On appelait la police en disant que le voisin ne respectait pas le confinement, plutôt qu'en disant qu'il faisait du bruit. J'ai écrit en 2020 un texte intitulé La délation peut être civile. Emmanuel Carré, de son côté, parle du voisin délateur. Le délateur dénonce-t-il un risque sanitaire ou règle-t-il un compte ancien, pardon. Voilà. Ouais. Ben, j'ai envie de répondre les deux, mais en général. Hein. Alors, j'ai déjà en partie répondu un petit peu Oui. à cette question, mais je dirais les deux. Moi, j'ai vu, si je prends mon expérience personnelle, mais c'est des choses que j'ai observées chez les autres aussi, parmi les gens les plus virulents pour nous critiquer, il y avait, il y avait l'inconnu qui est juste qui est juste le mouton le plus conformiste et excité, hein, celui qui subit pas, mais qui adopte pleinement, qui se fait même un devoir de devenir le pro-chevalier au service de la narration. Et puis il y avait aussi au passage celui qui en fait vous connaît déjà et qui vient régler un vieux compte, bien sûr. Parmi par exemple moi les collègues qui ont pu me critiquer, alors ça se voyait beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, où les gens se lâchent plus facilement. J'ai vu surgir comme ça toute une série de gens, pour certains que j'avais complètement oubliés, mais avec qui j'ai pu être en conflit, en concurrence, en désaccord il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Hein, tiens, je vais ressortir là. Bon, voilà. Donc les deux, sans doute. Les deux. Il y a un phénomène maintenant au Québec post-Covid, c'est que la société interdit le bruit. Vous avez raison d'insister là-dessus. Mais c'est malheureusement, comment dire, c'est révélateur et tout ça d'ailleurs ne se produirait pas si nous n'étions pas dans le genre de société dans laquelle nous sommes. Je m'explique. Nous sommes pour la première fois de l'histoire dans une société qui finit par isoler totalement l'individu ou le couple ou la microcellule familiale. Autour fondamentalement de son logement, de son domicile. Et qui lui propose de vivre au fond toutes les dimensions de la vie sans relation sociale autre. Voilà. Mhm. Les gens s'en créent, mais fondamentalement, le modèle de société repose là-dessus. Il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin d'autres relations. C'est un mode de vie individualiste, mobile, hein, on est censé bouger tout le temps, donc déraciné en réalité, et coupé de toutes les autres formes de solidarité sociale qui ont toujours existé dans toutes les sociétés. Hein, je veux dire, nous sommes le premier type, quand je dis nous, c'est la civilisation occidentale qui s'est mise en place à partir des années 60, en gros, hein, voilà, sur les 60-70 dernières années. C'est la construction d'une société, donc d'individus déracinés,
Je n'habite pas au même endroit qu'habitaient mes parents ou qu'habitent mes frères et sœurs, parfois même extrêmement loin, donc rupture des solidarités familiales. Je ne connais pas mes voisins et je n'ai quasiment pas d'échange avec eux. Caricature dans les grandes villes. Autre rupture fondamentale de solidarité, je n'ai pas de... Mais c'est la même chose qui se passe dans le travail. Hein. Chacun est isolé dans son poste, sa fonction bien précise, etc. Il y a quasiment plus de collectif. Les syndicats en France sont devenus des espèces d'administration bis qui co-gèrent le métier et fondamentalement les carrières et les points de carrière et les indices de salaire, etc., qui le co-gèrent avec le ministère concerné. Mais il n'y a plus du tout ce qui est fondamentalement l'éthique et le projet politique du syndicalisme. Les grandes associations nationales qui défendaient les intérêts populaires et qui fabriquaient de la solidarité, qu'elles soient laïques ou religieuses, ont également disparu, hein, ou sont devenues uniquement des associations qui survivent en allant de projet en budget, pour organiser de manière très ponctuelle, voilà, un projet, un camp de vacances ici, un truc là, puis un autre et machin, et puis si on n'a pas gagné l'appel d'offres, la subvention, il n'y en aura pas, donc, etc. Donc tous les grands mécanismes qui créent de la solidarité et de l'entraide se sont écroulés, et l'individu ou la micro-cellule dans laquelle il est, le couple, les deux parents avec les petits-enfants, du coup, est coupé du reste du monde. Alors, pourquoi c'est fondamental de dire ça? Parce que la solidarité, elle est pour le meilleur et pour le pire. Hein. La contrepartie, c'est d'autres phénomènes de conformisme. On est sous le regard des autres en permanence. Mais le grand avantage de cela, c'est que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une crise, etc., on n'est pas seul. Et quand on n'est pas seul, on se sent beaucoup plus fort. Et inversement, quand on est seul, on se sent vulnérable. Et ça, c'est fondamental, et ça, je le sais depuis longtemps. Donc là aussi, je l'ai juste appliqué dans le Covid, mais mes travaux sur la délinquance me l'ont montré avant, parce que quand on travaille sur la délinquance, on est très frappé de la distance qui existe entre la réalité des phénomènes criminels, des phénomènes de délinquance, qui est une réalité, bien sûr, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le fantasme qu'on s'en fait, hein, le fantasme médiatique, le fantasme télévisuel, etc., où c'est forcément une catastrophe tous les jours, toujours de pire en pire, les gens sont toujours plus jeunes, toujours plus violents, tout fout le camp, blablabla, blablabla. Espèce du café du commerce de la sécurité. Mais la différence entre les deux, elle tient fondamentalement à ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Et qu'est-ce que c'est que le sentiment d'insécurité? Quand on l'étudie, quand on fait des enquêtes dessus, on s'aperçoit très vite que ça n'est pas du tout corrélé statistiquement à l'expérience réelle de la délinquance. Vous ne vous déclarez pas en insécurité parce que vous avez été cambriolé 4 fois ou machin. Bon. L'inverse peut être vrai. Si vous avez été cambriolé 4 fois dans l'année, vous pouvez vous sentir d'autant plus en insécurité, bien sûr. Mais globalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que la plupart des gens qui déclarent être en insécurité n'ont rien subi du tout, en réalité. Par contre, ils ont peur au cas où ça leur arriverait, parce qu'ils se sentiraient vulnérables. Donc ce sentiment d'insécurité est en réalité un sentiment de vulnérabilité. Et c'est pas par hasard si les premiers statistiquement qui le déclarent sont les personnes âgées, à qui il arrive quasiment rien, et pour cause. Tous les soirs, ils sont dans leur canapé devant leur télévision. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Hein. Par opposition aux jeunes qui sortent, qui boivent de l'alcool, qui ont des conduites à risque, machin, qui multiplient les victimations, à qui il arrive plein de choses qui, par contre, ne déclarent pas du tout le sentiment d'insécurité. Voilà. Donc c'est très intéressant, ça. Hein. Ça permet de comprendre qu'en aucun cas, la réalité et la représentation, ce n'est pas les deux faces de la même médaille. Non, il y a des logiques différentes. Voilà. La peur a ses propres logiques, l'expérience a ses propres logiques. Donc ça c'est tout à fait fondamental. Tout ce qui est arrivé ne pouvait pas, au fond, arriver dans une société encore très solidaire comme autrefois, en tout cas certainement pas dans les mêmes proportions. Et c'est cette fragilité fondamentale qui explique aussi la façon dont nous sommes écrasés, dominés et manipulés. C'est sans doute pour ça que ça a moins bien fonctionné dans les pays dits du Sud que dans nos pays. L'effet de confinement aussi m'a donné l'impression qu'on ne voulait pas qu'on se parle entre nous et qu'on réfléchisse ensemble à la crise, chacun de son côté. Il y avait aussi peut-être cette possibilité-là. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Mais c'est encore une fois, plus l'individu est isolé, Et voilà. plus il est manipulable.
Voilà, exactement. Bah, Alors là, on aborde le naufrage du journalisme. Vous décrivez une double dépendance de la presse, celle des milliardaires qui la possèdent, celle de l'État qui la subventionne. Vous citez le directeur général d'une chaîne d'information expliquant tranquillement qu'il a établi avec les médecins référents du comité scientifique la liste des médecins estampillés les meilleurs et que c'est vers eux qu'il s'est tourné. Où passe exactement la frontière entre relayer un gouvernement et le servir? hmm. Alors, pour être précis, je parle même en réalité d'une triple dépendance. Parce que depuis une quinzaine d'années, il y a les milliardaires qui rachètent les journaux. Il y a aussi les multimilliardaires qui les subventionnent discrètement, hein. On pourrait Oui. parler à nouveau de ce cher Bill Gates, qui a bien arrosé aussi de manière très stratégique en plus, hein, par le biais de sa fondation, et Mhm. toujours sous prétexte d'aider à développer le numérique, etc., qui a bien arrosé dans chaque pays les médias les plus influents, hein. En France, c'était le journal Le Monde. En Espagne, c'est le grand quotidien El País. En Angleterre, c'est la BBC. Oui, bon, voilà, tout ça est public, encore une fois. Moi, j'ai publié un gros papier là, sur les réseaux de Bill Gates et son influence. Il suffit d'aller sur le site de la fondation Gates, qui est un moteur de recherche, et de regarder à qui l'argent est distribué, tout simplement. Enfin, voilà. Follow the money. Donc en fait, je parle de triple dépendance, puisque donc il y a ces multimilliardaires, philanthro-capitalistes, etc. Il y a les gouvernements, hein, qui en France subventionnent à tour de bras les médias. Faut vraiment le savoir. Il y a toute une série de quotidiens, de la presse écrite, qui auraient en été disparus au cours des 15 dernières années s'ils n'étaient pas portés à bout de bras par les subventions publiques, hein. Ils multiplient d'ailleurs les plans sociaux depuis des années, etc. Je sais pas, les journaux comme Libération, etc. Et la troisième dépendance, en réalité, elle est très très importante. Donc j'ai vu, il y a un gros chapitre dans le tome 2 de la Toxa du Covid, c'est celui auquel vous vous référez, et il y en a un autre que j'ai publié 2 ans plus tard dans mon livre suivant qui s'appelle Défendre la démocratie, qui revient encore de manière très approfondie et en partie différente sur le comportement des journalistes français pendant la crise. Et donc, je rappelle qu'il y a aussi cette troisième dépendance qui est celle qui a été, celle qui s'incarne dans les partenariats financiers noués avec les géants du numérique, à commencer par les 2 plus gros d'entre eux, hein, Alphabet, c'est-à-dire Google, YouTube, Gmail, c'est tout ça Alphabet, hein, l'ancien Google qui est devenu maison mère Alphabet qui replie. Et puis par ailleurs, Meta, cette maison mère qui héberge désormais Facebook, le groupe initial, mais qui est aussi propriétaire de WhatsApp, Instagram, Messenger, etc. Voilà. Et on pourrait rajouter à ces 2 gros Microsoft, hein, qui est par ailleurs propriétaire de LinkedIn. Donc c'est ça les géants du numérique, dont on sait qu'ils ont un rôle majeur et déterminant dans la communication, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui consultent les médias ordinaires et de plus en plus de gens qui passent par les réseaux sociaux. D'où l'enjeu fondamental qui est le contrôle des réseaux sociaux, et d'où l'autre, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais l'autre cheval de Troie, évidemment, pour faire tomber la démocratie, qui est le contrôle des réseaux sociaux. Cet espace Internet, hein, censé être au départ incarner des idéaux de liberté, etc., qui est en train de devenir le contraire, bien sûr, hein, parce que ça dérange trop les pouvoirs en place. Mais donc les médias, en fait, depuis une quinzaine d'années déjà, sont engagés dans des partenariats avec Google, Facebook, etc. Et ça joue un rôle majeur parce que par ailleurs, ça vient compenser et donner et faire artificiellement survivre officiellement ce qui s'appelle journalisme, mais qui n'est plus. Alors, je m'explique. En réalité, il y a quasiment plus du tout de journalisme. Ça n'existe quasiment plus au sens, si on entend journalisme, au sens de l'investigation, l'enquête, où les journalistes vont sur le terrain et constatent des choses en rencontrant les gens, en interviewant, en observant, etc., reviennent et nous apprennent quelque chose que nous ne savions pas. Ça, cette définition-là, qui était celle des journalistes qui ont fondé le métier. Si on pense à quelqu'un comme Albert Londres, par exemple, en France aujourd'hui, la plus grande récompense que peut avoir un journaliste, c'est le prix Albert Londres. Ouais. Le pauvre Albert Londres, il se retourne dans sa tombe depuis longtemps, en fait.
Albert Londres, c'est le gars qui allait sur des terrains de guerre, qui allait dans des prisons, qui allait dans des hôpitaux psychiatriques pour nous montrer la réalité qu'on ne voyait pas et que personne d'autre ne rapportait. Ce journalisme-là, il est mort, mort et enterré. Voilà. Aujourd'hui, le journalisme, il n'y a pas de terrain. Ce sont des gens qui vont parler d'endroits où ils n'ont jamais mis les pieds et de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. C'est ça la réalité. Ils sont totalement dépendants en retour envers les agences de presse. L'AFP en France, vous avez surtout Reuters, j'imagine, au Canada, et dépendant des réseaux sociaux aussi. En d'autres termes, si vous coupez Internet, il n'y a plus rien dans les médias. C'est la page blanche, c'est l'écran noir, il n'y a plus rien. On ne va dans le journalisme contemporain, il n'y a plus de journalisme, dans la communication contemporaine, on ne va sur le terrain que quand on veut illustrer le spectacle de quelque chose. Voilà, par exemple, actuellement en France, c'est les feux de forêt. Alors là, oui, on va dépêcher des gens, jusque dans des conditions d'ailleurs c'est complètement dangereuse et stupide, mais voilà, c'est pour le spectacle, pour mettre les images sur le spectacle. Voilà. Mais en réalité, il n'y a plus de journalisme, il n'y a que de la communication. Et le drame est que, loin de le reconnaître et d'essayer d'en tirer quelques leçons et de s'organiser un petit peu, les entreprises de presse font le contraire, font semblant que non, il ne s'est rien passé, tout va bien, et ont même inventé un nouveau genre de journalisme qu'on appelle le fact-checking, et qui pour moi est massivement un cache-misère de cette évolution qui est donc la transformation du journaliste de terrain en journaliste de bureau et finalement en communicant en réalité. Voilà. C'est-à-dire des personnes qui diffusent et commentent les informations produites par d'autres en réalité et non plus par elles-mêmes. Voilà. Et donc la principale source, ce sont les agences de presse. En France, donc c'est l'AFP, l'agence France Presse. Elle-même d'ailleurs qui a noué partenariat avec les géants du numérique, et elle-même en partie dépendante des pouvoirs publics. En France, il faut savoir que le PDG de l'AFP pendant la crise du Covid, c'est un monsieur qui s'appelle Fabrice Friese, qui avait été nommé là en 2018, donc sous monsieur Macron. Quand on regarde son parcours, c'est un ancien énarque, c'est un homme qui avait 60 ans, je crois, en 2020, et qui a passé toute sa carrière en étant tantôt haut fonctionnaire, tantôt chef d'entreprise, tantôt membre de cabinet politique, et tantôt dirigeant de sociétés, de sociétés dont l'État est actionnaire. Et puis, dernière chose, également, il a été dans la direction de grands groupes privés du numérique et de la communication. Et c'est tout à fait emblématique de ça, à savoir aujourd'hui cette interpénétration en fait entre trois mondes: la politique, la communication marchande et le marketing, le journalisme, communication en fait, l'interpénétration de ces trois mondes qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était le journalisme et son éthique professionnelle à l'origine. Excusez-moi, est-ce que je peux rajouter quelques exemples concrets sur ce que j'ai dit avant? Oui, Bien tout à sûr, fait. oui, pas de souci. C'est ça qui est formidable avec vous, c'est parce que là, on détient un podcast remarquable parce que vous rajoutez des tas d'exemples que, dans le fond, on n'a jamais eu l'occasion d'entendre. Allez-y. Oui, c'est fondamental, encore une fois. Ce que je raconte ne tombe pas du ciel, sort pas de la cuisse de Jupiter, ou n'est pas une espèce de déduction à 4 degrés. Non, c'est de l'observation du réel. Bon. Mais donc, je veux continuer un tout petit peu là, sur cette histoire de journalisme numérique et de fact-checking et de lien avec les géants du numérique, parce que c'est tellement délétère, on le paye tellement, ça. Ce sont donc les géants du numérique qui ont favorisé cette évolution et l'apparition de ces rubriques de fact-checking qui ont colonisé tous les médias. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, toutes les chaînes de télévision, tous les quotidiens et la plupart des radios ont leur service de fact-checking. Et qu'est-ce que c'est au départ le phénomène quand on se positionne il y a une quinzaine d'années, au moment où tous ces grands partenariats se mettent en place avec les géants du numérique? C'est des gens en fait qui au départ, et c'est comme ça qu'ils sont promus par les Google, Facebook et tout ça, maîtrisent les outils informatiques, font des jolies infographies, et font ce que Google ou Facebook à l'époque appellent le journalisme numérique. C'est ça qui va devenir en fait le fact-checking. Et c'est ce qui explique qu'on va se mettre à recruter dans ces petits groupes de fact-checkers des gens qui n'ont aucune expérience et aucune compétence particulière. Alors j'ai un exemple très concret de ça, parce que c'est tellement emblématique, tellement édifiant et tellement dramatique pour nous tous.
Si on prend en France ce qui est censé être le quotidien de presse de référence, le journal Le Monde, a créé une rubrique qui s'appelle les décodeurs, c'est les fact-checkers du monde. Bon. Eh bien, pendant la crise du Covid, l'un des pourfendeurs du complotisme les plus virulents, c'est un journaliste, qui s'appelle William Oduro, donc devenu fact-checker sur les spécialistes des questions de santé, expert en santé, qui va vous dire le vrai du faux sur toutes les questions de santé. Eh bien, d'où sort ce monsieur? Juste avant d'être recruté dans ce groupe de fact-checking pour s'occuper du Covid, il était spécialiste des jeux vidéo. Voilà. Donc, on voit bien l'idée. Il n'y a pas besoin d'avoir aucune compétence particulière sur le fond. Il suffit de vérifier que telle ou telle personne qui a dit ceci ou cela, ça colle ou c'est compatible avec le discours officiel. Voilà. Mais ce sont des vendeurs de doxa. Ce sont des agents de communication au ça, service de la doxa. C'est ça, ils répètent ce qu'il faut dire et c'est un prélude au ministère de la vérité. Tout à fait. Et c'est une contradiction absolue avec ce qui fait l'éthique professionnelle du journalisme, telle que par exemple on la trouve définie dans un texte très connu qui est la Charte de Munich, publiée en 1971, qui proclame ça, qui proclame que le journaliste, il est indépendant des puissances politiques et des puissances de l'argent, dans les termes même de mémoire de l'époque. Dans votre préface, vous documentez la Trusted News Initiative de 2019, le programme Objectif des Infox lancé par l'AFP avec Google en décembre 2021, les accords entre l'OMS et Alphabet, puis en septembre 2025, la lettre par laquelle Google reconnaît devant la Chambre des représentants les pressions répétées de l'administration Biden et les juge rétrospectivement inacceptables et erronés. Cet aveu change-t-il quelque chose ou arrive-t-il précisément quand il ne coûte plus rien? Oui. Ben c'est effectivement l'aveu de cette censure qui a opéré à plein régime durant la crise. Et quand j'essaie d'expliquer ça au début, beaucoup de gens, y compris parmi mes collègues universitaires et chercheurs, regardaient en disant « Oh mais non, t'exagères, mais non, c'est pas vrai, mais oui, on est toujours en démocratie, blablabla ». Quelle naïveté confondante a été. Donc oui, bien sûr, on le sait aujourd'hui, le gouvernement Biden, mais c'est vrai en France aussi, le plus connu, c'est le cas, parce que pour le coup, il y a une commission parlementaire qui se penche dessus et les gens sont obligés de prêter serment et de dire la réalité. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Le gouvernement Biden a envoyé aux responsables, aux géants du numérique, aux responsables des réseaux sociaux, mais dans certains cas, très précisément, un papier avec la liste des comptes à censurer, tout simplement. Et ça, moi, ça se voyait, on le voyait sur tous les réseaux, on le voyait à l'époque Twitter, on le voyait sur Facebook, etc. Je me souviens, par exemple, pour donner là aussi des exemples très concrets, tellement révélateurs, en juillet 2021, au moment où se prépare l'obligation vaccinale, et en même temps où moi je commence à m'intéresser, à travailler sur le sujet, parce qu'on commence à avoir 6 mois de retour sur les campagnes vaccinales, et donc les premières données un peu solides de pharmacovigilance. S'était créé sur Facebook un groupe de citoyens en France pour parler des effets secondaires des vaccins. Voilà, les gens qui en avaient et qui avaient besoin d'en parler avec les autres, tout simplement. Et c'est un groupe qui, en quelques semaines, je crois en moins d'un mois, avait déjà 100 000 membres. Facebook, là, censuré du jour au lendemain, purement et simplement, point final. Point final. Donc ces choses sont fondamentales et c'est tellement révélatrice de ce qui est en train d'arriver aux réseaux sociaux et à la démocratie. Alors jusque-là, c'est des choses qu'on connaissait bien de la part des régimes autoritaires, des dictatures, ou des régimes dits démocratiques en temps de guerre. La propagande, où tout devient noir et blanc, ami ou ennemi, si tu es avec moi ou tu es contre moi, c'est ce qui se passe pendant les guerres, comme la Deuxième Guerre mondiale. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où les gouvernements, y compris dans les pays dits démocratiques, ne sont plus démocratiques, sont gérés dans une espèce d'état d'urgence maximale, et où par ailleurs est rétabli un bureau de la censure, en gros. Voilà. Donc, oui, pendant la crise du Covid, on a fonctionné exactement comme pendant une guerre mondiale dramatique, avec captation de tous les pouvoirs par le pouvoir exécutif, avec qui, entre autres outils de propagande, a fait pression en permanence sur les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai également des journalistes que je ne peux pas citer ici, qui m'ont témoigné de ça. Je veux dire, le jour où ils avaient le malheur dans un
dans un commentaire, sur un plateau ou un reportage, d'émettre une ou deux petites phrases critiques en disant ah, peut-être on va un peu loin, peut-être on en fait un peu trop, peut-être ce que vient de dire le ministre de la Santé, c'est pas tout à fait vérifié. Il recevait derrière des coups de fil incendiaires et suspectait que son patron en recevait aussi en lui disant si ce type-là continue, t'es gentil, tu me le dégages. Hein, voilà ce qui s'est passé. Donc oui, voilà, des consignes de censure très très claires à tous les niveaux. Et sur les réseaux sociaux, comment dire, le prétexte concret, la façon dont ça s'est fait concrètement, ça a juste consisté en fait à transformer le contenu des chartes de modération. Jusque-là, les chartes de modération, en gros, ça prévoyait la censure dans des cas extrêmement précis et limités, comme apologie du terrorisme ou de la pédocriminalité, par exemple. Voilà. Et puis là, c'est devenu tout discours qui contredit l'OMS. Oui, je m'en souviens très bien. Je m'auto-censurais à l'époque. Moi, je me souviens d'une chose. Vous teniez un blog sur Mediapart depuis 2009 et votre article d'août 2021 y a été dépublié. Je vous suivais déjà à l'époque. Et le 14 octobre, la rédaction vous a menacé de supprimer le blog en vous accusant de fausses nouvelles sans jamais vous dire lesquelles. Que nous avons cet épisode d'une presse qui se croit indépendante. Alors, d'abord, je vais dire des choses précises sur Mediapart, mais ça aurait pu arriver également sur d'autres médias, y compris ces petits médias qui disent faire encore de l'investigation. Voilà. Ce qu'ils font parfois d'ailleurs, hein, voilà. Mais de façon ciblée. S'agissant de Mediapart, c'est un journal où on fait de l'investigation, mais orienté. Parce que c'est orienté clairement par les idéologies, les postulats idéologiques des gens qui l'ont fondé et qui le dirigent, que je connais très bien et que je partage, puisque moi je suis un intellectuel de gauche, historiquement, je l'ai toujours été, je le serai toujours. Le seul bémol que je mettrais à ça, c'est comment définir aujourd'hui ce que c'est que d'être de gauche. C'est une autre histoire. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose en 2026 mais bon, moi c'est voilà, un ensemble de valeurs que j'ai reçues familialement et dont je suis fier. Mais là on parle, donc c'est de l'investigation, mais orientée, hein, quand même, globalement. Mediapart, c'est un journal qui a été fondé par un monsieur qui s'appelle Edwy Plenel, qui est un ancien militant d'extrême gauche, qui est un idéologue, qui l'a toujours été, qui le sera sans doute toujours jusqu'à la fin de sa vie. La traduction, en fait, ils ont commencé à m'embêter avant même les vaccins. Ils ont commencé à m'embêter dès que j'ai commencé à soutenir la stratégie de santé publique de l'IHU de Marseille, en faisant semblant, ou peut-être par bêtise, en croyant réellement, mais alors dans ce cas-là, c'est franchement de la bêtise. Je ne serais pas étonné. J'ai vu dans mon milieu universitaire beaucoup de gens également avoir cette stupidité. C'est en confondant le fait de défendre une idée, un ensemble d'idées, une stratégie de santé publique, avec le fait de défendre la personne qui, à un moment donné, les incarnait. En l'occurrence, en France, c'était Didier Raoult, professeur de microbiologie et directeur de l'IHU de Marseille. Mais ça, y compris donc chez les collègues, j'ai vu ce genre de stupidité. Donc je passais mon temps à leur dire, mais je m'en fous de la personnalité du gars en question, celui-là ou un autre, la tête qu'il a, la façon dont il parle, l'ego quelque peu surdimensionné qu'il peut avoir, machin, la bague qu'il a au doigt, les cheveux longs. Pourquoi pas lui demander s'il préfère les slips ou les caleçons. Enfin oui, on s'en fiche, on s'en contrefout. C'est ce qui m'intéressait, c'était la stratégie de santé publique. C'est ça que j'ai soutenu. Donc, par stupidité ou par malice, de façon déguisée, M. Plenel a fait semblant de ne pas comprendre ça. Il avait classé Didier Raoult comme un ennemi de classe. C'est comme ça que ça se pense chez les idéologues extrémistes, soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est l'extrême gauche. Et donc Raoult, c'était un ennemi de classe, le mandarin de droite. Mais voilà. Bon. Donc voilà, il y a ça. Bon, après, il y a peut-être des histoires familiales aussi du côté de M. Plenel, des membres de sa famille qui sont dans la santé et pas forcément la santé publique. Mais bref, peu importe. Après, c'est devenu un problème de la rédaction du journalisme. Ce qui se comprend, et c'est là que je dis que ça aurait pu arriver tout à fait si j'étais aussi sans doute dans la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart des autres médias où on dit faire encore de l'investigation. Parce que ces médias sont composés en réalité de journalistes
des journalistes diplômés classiques qui ont circulé parmi tous les autres médias, c'est-à-dire qui appartiennent en réalité à ce petit milieu parisien qui est un genre d'entre-soi, en fait. Hein. Voilà, les journalistes qui sont aujourd'hui à Mediapart, ils ont été avant qui au Monde, qui au Nouvel Observateur, qui au machin, qui au bidule. Et ils sont tournés de l'un à l'autre. Ils n'ont rien de spécifique, en réalité. Hein. Ce qui donne la spécificité, c'est un certain nombre d'enquêtes et d'investigations qu'on va mener, en particulier sur des personnages politiques importants, etc. C'est ça qui a fait la réputation du journal et sa réputation et son audience. Hein. Par exemple, la façon dont Mediapart a suivi l'affaire Sarkozy. Et c'est en partie grâce à eux d'ailleurs hein, qu'au final, la justice a enfin pu condamner ce délinquant récidiviste. Donc c'est très clair, mais en même temps c'est très ciblé, très orienté. Voilà. Mais les gens qui composent sinon la rédaction font partie juste de cet entre-soi de journalistes diplômés parisiens qui se comportent finalement comme la moyenne de toutes ces petites élites intellectuelles globalement de gauche, diplômées, et qui du coup, pendant la crise du Covid, ont dit mais la science, on sait ce que c'est, hein, nous on a des diplômes, hein, voilà. Et alors, donc, comment dire, dans le discours dominant et dans l'espèce de religion dans laquelle on vit, surtout en France, avec le Dieu Pasteur, tout ça, les vaccins, c'était la science, hein, contre l'obscurantisme, blablabla. Voilà. Donc ils ont foncé les deux pieds à fond là-dedans. Voilà. Ce qui plus est, avec en plus un espèce de mépris hautain, typique de ce comportement moutonnier des élites. Tout ça est très connu en réalité, quand on a un petit peu de culture sur tout ça. Un sociologue des techniques et de la propagande qui s'appelait Jacques Ellul, qui était un sociologue important, auquel il n'est pas suffisamment rendu grâce dans les livres d'histoire de la sociologie, et avait bien montré ça. Il avait fait un petit livre sur la propagande en 1962 qui est remarquable et qui explique bien ça, c'est-à-dire qui explique comment dans les démocraties il y a des formes de propagande politique tout comme dans les dictatures, mais qui sont d'un genre un peu différent. Il appelait ça la propagande de conformisation de mémoire, et il montrait que c'était dans les élites et chez les gens diplômés qu'on trouvait les plus réceptifs à cette propagande. Vous faites remonter le scientisme français à Ernest Renan, qui voulait que la science remplaçât la religion et rêvait d'un gouvernement scientifique, et à Marcellin Bethelot, qui annonçait le repas réduit à une petite tablette azotée. Vous dites que ce vieux fond a ressurgi en 2020 sous un slogan industriel « Science will win ». Comment refute-t-on un discours scientifique lorsqu'il a commencé à fonctionner comme une religion de remplacement? Ah oui, c'est encore une très bonne question. Alors, plus précisément, je compare le néo-scientisme contemporain à ses formes plus anciennes. Ernest Renan, il incarne la forme du scientisme qu'a pris le scientisme en France et dans beaucoup d'autres pays européens dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais le scientisme lui-même, il remonte en fait au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il remonte aux premiers intellectuels qui ont eu cette idée dramatiquement simpliste en réalité, hein, consistant à dire il faut remplacer la religion par la science. Et j'insiste bien parce que c'est ça qui est fondamental. Remplacer la religion par la science, pas seulement, premièrement, mais pas seulement comme explication du monde, hein, par des lois naturelles, comme on disait à l'époque, c'était ça l'idée. Hein, c'est pas Dieu, c'est la loi naturelle. Donc, d'abord, mais pas seulement comme explication du monde, mais également comme guide pour le comportement des humains. Et je dirais que ça, c'est la maladie infantile du scientisme. Hein, c'est son péché originel, si on veut continuer avec du vocabulaire de type religieux. C'est-à-dire que, et c'est ça l'erreur fondamentale. Oui, pour l'explication du monde, bien sûr. Alors, pas forcément sous forme de loi naturelle, mais explication du monde empirique, etc. Il n'y a pas besoin de chercher Dieu. Par contre, pour savoir comment se conduire en société et comment ne pas s'autodétruire, parce que les humains sont en train globalement de s'autodétruire quand même depuis un certain temps, c'est pas la science qui va nous expliquer ça, ni nous dire comment faire. Les humains ont besoin d'une morale, d'un système moral, d'un système de valeurs fortes qui guide leur comportement. Et c'est pas la science qui va donner ça. Je dirais même au contraire. C'est parce que nous avons des valeurs, une morale, une éthique,
que nous devons mettre des limites à la science. Par exemple, à l'expérimentation et aux manipulations génétiques, dont il est donc très probable que toute l'histoire du Covid, en plus, est liée à ça, par exemple, mais sur d'autres sujets, et dans tous les domaines, en réalité. Parce qu'il faut des valeurs, un système moral, un système éthique. Et ça, c'est pas la science qui nous le donne. Je répète, elle peut même être contraire à cela. Voilà, ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est ça la maladie infantile du scientisme. C'est de confondre deux dimensions très différentes. L'explication rationnelle du monde tel qu'il est, d'une part, et la définition des normes morales qui vont régler la conduite des humains en société, qui sont deux choses totalement différentes. Alors, quant au science will, c'est confondant, évidemment. Là aussi, moi, je reste stupéfait, 5 ans, 6 ans après, je comprends toujours pas comment tant de mes collègues universitaires, chercheurs, bac plus 15, machin, etc., bon, bref, de tous les autres comme moi, comment ils ont pu se comporter comme des petits-enfants et se faire avoir aussi facilement. Donc, Science Will, c'était le slogan de Pfizer pendant le Covid. C'est le slogan de Pfizer, repris par des pouvoirs plus politiques, publics, dans des pays, la France, je pense le Canada aussi, et puis à l'échelle supranationale, l'Union européenne. Madame Ursula von der Leyen, on a tout un tas de photos, il suffit d'aller sur Google Images, machin, et puis une photo, elle est en train de faire une grande accolade avec monsieur Bourla, le patron français d'ailleurs de Pfizer, dessous une grande bannière où il y a marqué Science Will Will. Bon, c'est tellement emblématique. Il manque sous la photo, il manque ce qui est sous la table. Sous la table, c'est la rédaction des contrats de préachat des vaccins et l'incroyable pacte de corruption qui se cache probablement là-dessous. Mais pourquoi cette édifiant? Ça nous montre bien ce que c'est que le scientisme contemporain. Cette croyance magique dans le fait que la technologie va nous sauver, et par ailleurs cette cécité tout aussi incroyable sur le fait que le monde industriel maîtrise la technologie et nous veut du bien. Ça maîtrise la technologie pour faire du pognon. Voilà. Pas du tout pour faire du bien aux humains, pour faire du pognon. C'est l'unique but, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et ça se voit dans tous les domaines, en fait. Je veux dire, la crise environnementale, c'est la même chose. Nous sommes en train de nous autodétruire, de détruire la planète, de détruire tous les écosystèmes, etc. Mais il se présente tous les jours un discours fort sympathique et optimiste, nous expliquant que grâce à la technologie, on va s'en sortir, on va inventer tel nouveau truc, telle nouvelle machine bidieuse, ce qui est une escroquerie à chaque fois. La voiture électrique, soi-disant écologiste, c'est une escroquerie. Les éoliennes, enfin bref. Dès qu'on commence à mettre sérieusement son nez là-dessus, le capitalisme vert, c'est une aberration, enfin, c'est une escroquerie intellectuelle. Voilà. Il y a un scientifique très connu, en fait, oublié peut-être d'ailleurs, mais pour moi bien connu, qui était un très grand mathématicien, qui avait eu d'ailleurs dans les années 60 la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, qui s'appelait Alexander Grothendieck, et qui avait très bien dit ça, et qui a expliqué il y a 50 ans, qui a démissionné, qui a quitté la science en disant je ne peux pas cautionner le fait qu'en réalité la science est devenue un outil technique au service d'une entreprise capitaliste qui détruit la planète. 50 ans après, j'arrive à la même conclusion, en fait. L'esprit scientifique a été totalement perverti par le capitalisme industriel. Alors, Monsieur Micheli, en 2022, vous entrez dans une école maternelle pour une recherche sur l'échec scolaire. Vous voyez de grands carrés d'un mètre tracés dans la cour et vous vous écriez qu'on dirait un immense jeu de marelle. Le visage de la directrice vous répond. Qu'avez-vous compris ce matin-là que vos données ne vous avaient pas appris auparavant? Ouais. Alors, ça se passait en 2022. À l'époque, j'habitais en Corse. Et je faisais une petite enquête sur on m'avait confié une mission sur la prévention de la délinquance juvénile. Et la prévention, ça commence à la maternelle en réalité. Tous les gamins qui sont en échec scolaire et qui deviennent perturbateurs au collège, sauf exception, ce sont des gamins qui sont en échec de manière structurelle, c'est-à-dire qui
qui ont des problèmes d'acquis fondamentaux sur la lecture, l'écriture, le calcul, ce qui sont les bases ensuite de tous les apprentissages scolaires en réalité. On fait semblant de le découvrir au collège et du coup, on prévoit 46 programmes et on dépense plein d'argent alors voilà, parce qu'on n'est pas capable de comprendre ce que c'est que la prévention. Ça, c'est un problème français très, 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 très général. Mais j'arrivais, voilà, je prenais j'avais pris ce petit travail aussi comme une espèce de petite bouffée d'oxygène pour me sortir un peu de ces questions obsédantes et tellement déprimantes sur le Covid. Et donc, effectivement, j'arrive, la fleur au fusil, l'air léger et bien naïf pour faire ma petite enquête. Je prends des rendez-vous avec les directrices d'écoles élémentaires, d'écoles maternelles, etc. Et c'est un des premiers que je fais, c'est une école maternelle. Et je rentre, la directrice vient m'ouvrir par une des grandes portes qui donne immédiatement sur la première cour de récréation, il y en avait deux. Et je suis frappé par ces grands carrés au sol qui se touchent. Et puis la première image qui me vient, c'est un jeu de marelle en très très large. Voilà. Et puis, comme je suis quelqu'un de spontané, et puis que je voulais nouer un contact jovial et pas du tout un truc trop protocolaire, etc., avec la directrice de l'école, je m'exprime comme ça de manière très spontanée pour briser un peu la glace et commencer à discuter. Voilà, et quand j'ai vu sa tête, j'ai tout de suite compris que j'ai fait une erreur. Et surtout, donc j'ai repris en pleine figure ce que j'essayais plutôt d'oublier, on va dire, à ce moment-là. J'ai repris en pleine figure, tout simplement, l'aberration, l'absurdité et la violence et le danger qu'a représenté cette gestion politico-bureaucratique de la crise du Covid. Voilà, j'ai perçu à ce moment, elle m'est revenue en pleine figure. J'ai perçu au fond toute la brutalité de son absurdité et des conséquences humaines catastrophiques que ça a, en l'occurrence qui touchaient les plus innocents, les petits enfants, voilà, puisque c'est de ça qu'il s'agissait, les enfants à la récréation allaient sortir et on allait en mettre un par carré de 1 mètre sur 1, avec son masque bien sûr, en plein air, ça ne sert rigoureusement à rien. Et un dans son mètre carré pour qu'il touche pas les autres, et puis qui allait tourner en rond dans son mètre carré. Enfin, c'est d'une violence incroyable, si on veut bien réfléchir 2 secondes. Qui pourrait souhaiter ça à ses enfants? Enfin, c'est juste dingue. Mais tellement de gens préfèrent voilà, ne pas voir, puis aujourd'hui préfèrent oublier tout ça. C'est tellement plus facile, bien sûr, que de se remémorer toutes les conneries qu'on a pu faire, auxquelles on a pu croire, ou voire même qu'on a pu imposer aux autres, à commencer par ses propres enfants. Donc voilà, c'est juste un moment comme ça, vous voyez, très violent. On croit s'éloigner de quelque chose et puis ça vous revient en plein dans la figure. Vous préfacez un livre qui prend la crise par un autre bout que le vôtre, celui des dispositifs, des images, des mots et des gestes qui obtiennent l'adhésion. Qu'est-ce que la lecture communicationnelle d'Emmanuel Carré vous a fait voir que votre sociologie ne voyait pas? Je réfléchis parce que je ne voudrais pas m'embarquer dans un développement trop long et trop académique Oui. pour expliquer les concepts de la sociologie, de la psychologie sociale et des sciences de l'information et de la communication, puisque voilà, moi mes références elles sont plutôt en sociologie et en psychologie sociale. Emmanuel Carré lui vient des sciences de l'information et de la communication, où tout ça est évidemment poreux et s'entremêle en grande partie, mais au fil du temps il y a aussi un certain nombre voilà, de concepts qui sont affinés, qui sont devenus plus propres à telle ou telle discipline. Mais je ne pense pas nécessaire de rentrer dans le détail parce que rien de nouveau sur le fond en réalité. C'est simplement des auteurs, des concepts propres à chaque discipline, mais quand on les regarde sur le fond, leur signification, etc., ils sont très proches les uns des autres en réalité. Donc voilà, je pourrais pas dire que j'ai vu des choses qu'on voyait pas en sociologie ou en psychologie sociale. Je dirais plutôt que on peut voir les mêmes choses un peu différemment, avec d'autres outils qui contribuent à enrichir l'analyse. Vous parlez d'un état d'urgence reconduit presque en permanence qui réduit le contrôle parlementaire à peau de chagrin et de décisions prises en Conseil de défense. Vous employez la formule d'un coup d'État, d'urgence permanent. 4 ans plus tard, qu'est-il resté de ce qui devait être provisoire? Ouais. Alors, explication sur les mots. Conseil de défense, c'est un type
C'est un type de réunion que peut décider le président de la République en France quand on est en situation d'état d'urgence. Mhm. Et donc, quand tous les pouvoirs sont concentrés dans l'exécutif et que les autres contre-pouvoirs sont rendus inactifs, et qui peut se réunir en conseil de défense, c'est-à-dire dans le secret. Voilà, il n'y a même pas de compte-rendu, il y a pas de, voilà, on peut pas savoir ce qui s'est dit dans ces lieux-là. Mais encore une fois, c'est comme si on était dans la guerre nucléaire. Hein, bon, voilà. Et puis, la formule, c'est le coup d'état d'urgence permanent. Mhm. C'est une allusion, c'est un clin d'œil que je fais humoristique à un livre célèbre de François Mitterrand, l'ancien l'homme politique qui a amené la gauche au pouvoir en 1981 et qui avait écrit contre le général de Gaulle à l'époque un livre qui s'appelait Le coup d'état permanent. Voilà, donc, par humour, j'ai dit le coup d'état d'urgence permanent. Voilà. Alors, plus profondément, c'est des idées que je développe dans mon livre de 2024, hein, Défendre la démocratie. Mhm. C'est-à-dire, j'essaie de montrer que cet état d'urgence, d'abord, première question, hein, est-ce qu'une démocratie peut, peut, peut prévoir, oui, elle le fait, mais devrait prévoir des dispositifs dans lesquels elle se suicide elle-même, en réalité. Hein. Est-ce qu'il est légitime de prévoir un état d'urgence dans lequel tout d'un coup, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de contrôle, machin, et le pouvoir exécutif fait absolument ce qu'il veut, en gros, en tout cas sur le moment. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben non, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce travail postérieur. C'est que l'état d'urgence, c'est un peu le cheval de Troie du régime autoritaire en réalité. Hein. Et que potentiellement, c'est destructeur pour la démocratie. J'ai écrit aussi dans le même livre une autre formule, c'est pour essayer de trouver des moyens pédagogiques pour que les gens comprennent bien les idées. J'ai écrit aussi que c'était le talon d'Achille de la démocratie, hein, c'est-à-dire l'endroit par lequel elle est vulnérable et où à force d'appuyer à cet endroit-là ou de mettre des flèches dans le talon d'Achille, on finit par le tuer en réalité. Voilà, alors qu'il se croit. Donc là, pareil, la démocratie se croit incroyable, imbattable, machin, c'est son talon d'Achille. Alors à l'origine, les états d'urgence, c'était des choses qui étaient réservées à des crises sécuritaires très très précises. Il a été instauré de mémoire par une loi de 1955 au moment de la guerre en Algérie, hein, avec la colonie française d'Algérie. Et il a été utilisé ensuite à plusieurs reprises pour des raisons donc sécuritaires. Également en 2005, quand il y avait une vague d'émeutes urbaines qui avait traversé un petit peu toute la métropole. Et donc là, on le voit surgir. Je vais juste écarter mon petit chat. Là, on le voit surgir. Là, on le voit surgir donc pour raisons sanitaires. Et j'annonçais à la fin de la doxa que c'est pas, j'ai pas de boule magique, c'est juste extrêmement logique. Et il manquait plus que le mot, mais la chose était déjà là. Il suffit juste de mettre les mots dessus. J'annonçais déjà que très certainement, dans les années à venir, on verrait arriver des confinements pour cause environnementale ou climatique. Voilà. Et c'est très facile à anticiper. Il suffit de prolonger la courbe au fond là, hein, vraiment. Et elle est tellement claire et tellement forte. Je veux dire toutes les mesures restrictives de liberté qui sont prises au nom de ça, c'est de plus en plus frappant. Donc ça commence de manière très simple avec une vignette sur la voiture et vous circuler tel jour ou pas tel autre. Et puis d'ailleurs ça va finir par impacter absolument tout, jusqu'y compris comment vous devez vous comporter dans votre propre domicile privé. Voilà, c'est à tout niveau. Donc voilà, c'est le cheval de Troie et le talon d'Achille. Et derrière ça, je pense que ce qui est dramatique, c'est l'incompréhension que nous avons. Et là aussi, c'est une question de vécu, de génération quand même. Hein. Les jeunes générations se rendent peut-être pas bien compte, et les anciennes ont oublié ou n'ont pas su transmettre, le fait que la démocratie, c'est pas un état de fait. C'est le résultat fragile et toujours provisoire d'une histoire qui est une histoire récente à l'échelle de l'histoire humaine et qui est une histoire non linéaire. La démocratie, c'est pas un truc qui progresse toujours machin, pas du tout, pas du tout. Donc c'est quelque chose c'est un petit être fragile, comme je dis dans ce livre, et qui peut tout à fait disparaître si nous ne savons pas le défendre, et si nous ne savons pas transmettre cette mémoire aux générations. La démocratie, voilà, c'est pas, je le redis autrement, c'est pas un état de fait, c'est quelque chose qui a été acquis dans la sueur, les larmes et le sang par des générations qui nous ont précédés, qui se sont battues, qui parfois ont donné leur vie pour ça. Et ça peut très bien disparaître comme c'est arrivé. Et donc c'est ce signal d'alarme que j'essaye d'envoyer.
Et il y a un autre signal d'alarme, c'est qu'avec la destruction de l'école, on a un affaiblissement de la connaissance de la langue maternelle qui va de pair avec un avilissement du langage et qui va de pair donc avec un affaiblissement du démos au profit du kratos. Parce que nous constatons que les mots ne signifient plus la même chose en situation d'urgence. Tout à fait. C'est une crise très profonde hein, que nous traversons, dont la Covid n'est qu'un révélateur, en fait. J'ai essayé d'expliquer ça aussi à plusieurs reprises, c'est-à-dire les crises, c'est pas tout d'un coup la survenance de quelque chose de radicalement nouveau qu'on n'avait pas vu, tout ça. Non, non, les crises, simplement, elles mettent, c'est comme un miroir grossissant, elles mettent tout d'un coup en lumière des choses qui se préparaient, en fait, depuis un certain temps. Hein. Et tout d'un coup, ben, Et on les voit comme ça surgir dans toute leur violence, mais elles étaient déjà là. Et moi, je pense qu'on vit une crise j'ai pas peur d'employer les grands mots, hein, mais c'est pas pour être grandiloquence, parce que ça correspond à des choses précises. Je pense qu'on vit une crise de civilisation, en fait, en Occident. C'est la civilisation occidentale qui est à bout de souffle. Et parmi les éléments de cette civilisation, il y a la démocratie représentative. En 2018, quand vous êtes filmé, vous annoncez l'usage prochain des drones pour surveiller la population et vous établissiez aussi qu'on comptait non pas 70 000 caméras en France, mais environ 1,5 million. 2 ans plus tard, les drones survolaient les promeneurs et un opérateur de téléphonie indiquait au gouvernement où les Français s'étaient confinés. Quel dispositif aujourd'hui encore marginal ou expérimental vous semble appelé à se banaliser demain? Alors oui, d'abord, merci de rappeler ce fait que j'avais constaté dans mon livre sur la vidéosurveillance. Hein, quelle blague 70 000 caméras. On prend vraiment les gens pour des crétins. Hein. Oui, c'était de l'ordre d'1,5 million en été. Hein. Voilà, et c'était il y a bientôt 10 ans que j'ai pu compter ça, etc. En comparant toutes les sources, machin, enfin bref, le travail scientifique. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui va se banaliser? Bah, en fait, c'est déjà là, c'est le contrôle numérique, évidemment. Voilà. On vit dans des sociétés du tout numérique, tout doit être numérisé, donc tout est enregistrable et tout est traçable. C'est ce capitalisme surveillance annoncé par exemple par Shoshana Zuboff et d'autres auteurs. Hein. Ça donne aux élites qui nous gouvernent des moyens absolument inédits à l'échelle historique, de moyens de contrôle à la fois de nos comportements et de nos pensées, hein, puisque nous sommes surveillés, scannés, encodés, mémorisés dans tout, dans le moindre de nos goûts personnels. Hein. Je veux dire, votre téléphone portable, c'est pas pour rien qu'il vous propose, quand vous regardez soi-disant les actualités, il vous propose des sujets toujours les mêmes, parce qu'il a repéré que c'est cela que vous aimiez. Bon, le stade d'après, il vous expliquera comment il faut penser les questions qui vous intéressent, et puis ben, le contrôle sera à peu près total. Dans le même temps, de toute façon, vous serez géolocalisé en permanence. Les algorithmes vont surveiller les conversations téléphoniques, les échanges de SMS, etc. Tout ça toujours pareil, hein, tout ça au nom du bien, pour nous protéger des méchants terroristes, des méchants pédocriminels et tout ça. Voilà. Mais donc cette société de surveillance a aujourd'hui, certains en ont toujours rêvé au fond, sauf qu'aujourd'hui les moyens technologiques donnent aux premiers des pseudo-démocrates venus les moyens de réaliser les vieux rêves des pires dictateurs. Tout à fait. Emmanuel Carré conclut son livre sur l'intelligence artificielle. Il conclut donc son livre sur l'intelligence artificielle, machine à reproduire les biais de confirmation. Nos lecteurs travaillent ces questions de gouvernance algorithmique. Une doxa algorithmique est-elle encore contestable ou l'invisibilité a-t-elle simplement remplacé la censure? Oui, alors bon, on pourrait en parler pendant des heures, tellement c'est là aussi important et révélateur, mais juste en quelques mots, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que c'est une catastrophe intellectuelle. Parce que l'IA, à titre personnel, je ne l'utilise jamais. Je me fiche complètement de passer pour un vieux con, de old school, de tout ce qu'on veut. Je me refuse à l'utiliser parce que j'estime que c'est une paresse intellectuelle érigée en méthode. C'est une espèce de consécration de la paresse intellectuelle. La machine va faire le boulot à ma place. Moi, je fais ma bibliographie à la main, en quelque sorte.
À la main, ouais, avec c'est un ça. ordinateur informatique, et Ouais. sur une banque de données, des questions biomédicales, du PubMed, voilà. Mais je le fais à la main, c'est-à-dire en lisant un par un. Voilà. Mhm. Et évidemment, ça me permet de m'approprier de manière incroyablement plus intéressante les choses, etc. D'exercer mon esprit critique, etc. Voilà. Bah, l'IA, c'est pour ça que je dis que c'est une paresse intellectuelle érigée en méthode. Votre avant-dernier chapitre s'intitule Une tristesse et une forte inquiétude. Vous y décrivez que la tristesse n'est pas d'avoir été maltraité, car quiconque s'expose prend le risque, en prend le risque, mais que si peu d'intellectuels aient su s'émanciper de la propagande et moins encore les assumer publiquement. 4 ans après, laquelle des deux a pris le dessus, la tristesse ou l'inquiétude? Ah, c'est l'inquiétude qui a pris le dessus, bien sûr, mais Exactement. je dirais que Exact. c'est une question de santé. La Mhm. tristesse, elle était passagère. Si on Mhm. s'y laisse aller, c'est la dépression. Ouais. J'ai fait une dépression pendant de nombreux mois, en 2022-2023. C'est pas possible d'y rester, bien sûr. Voilà. Non, Donc c'est non, c'est l'inquiétude qui domine ensuite, c'est l'inquiétude. bien sûr. Et ça revient. Au téléphone, Emmanuel Carré m'a dit la même chose, professeur Rentier m'a dit la même chose. Je pense que tous les grands intellectuels qui n'ont pas perdu leur esprit critique en sont à la même réponse, arrivés à la même réponse, l'inquiétude vers Bien où sûr. on va si on ne peut plus douter et questionner. Je poserai cette question aussi à Emmanuel Carré comme je vous la pose. Une société qui a renoncé si vite à son esprit critique peut-elle le retrouver autrement que par une nouvelle épreuve? Autrement dit, apprend-on ou répète-t-on? J'ai envie de vous dire, on attend le sursaut, mais pour l'instant, on le voit pas venir, quoi. Non, en effet. Et j'ai bien peur qu'on ait besoin encore d'une répétition. La question que nous posons à chacun de nos invités, dans un monde où les libertés fondamentales se renégocient au nom de la sécurité, de la norme ou de la tyrannie et de la bienveillance, la liberté vous paraît-elle encore un bien commun ou déjà un privilège? Et quel rôle les lettres y jouent-elles? J'ai envie de vous dire que la liberté, c'est devenu le privilège de celles et ceux. C'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais je crois qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de vrai. C'est un peu le privilège de celles et ceux qui s'émancipent des règles de plus en plus contraignantes qu'ils imposent aux autres. Hein. Quand on regarde le comportement des élites, comme disait tout à l'heure, je l'ai qualifié de politico-financiaro-industriel pour identifier les principaux mondes concernés, les principaux sous-univers concernés, là, ceux qui dominent le monde occidental. Quand on observe leur comportement, on est quand même frappé du fait qu'il est quand même souvent en contradiction majeure avec les règles qu'ils imposent aux citoyens. Bon. Et donc, puisque c'est votre dernière question, et pour essayer de terminer par une petite note un petit peu plus optimiste, parce que tout ce qu'on a dit évidemment très peu réjouissant, c'est peut-être cette contradiction-là, hein, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, c'est peut-être cette contradiction-là qui finira par soulever suffisamment, et d'une manière qu'ils ne pourront pas contrôler, soulever les peuples contre cette forme d'oppression qui leur est imposée par des gens qui sont les premiers à ne pas se comporter réellement, et à ne pas incarner ces valeurs, en fait, qui sont tout sauf exemplaires. Donc c'est peut-être ça qui finira par soulever les peuples contre l'oppression, je dirais, une fois de plus dans l'histoire, peut-être. Hein. Donc c'est peut-être sur cette attente de quelque chose d'un peu révolutionnaire, au fond, que je terminerai pour donner une perspective un peu moins déprimante. Laurent Mucchielli, merci. Vous avez écrit que ce livre s'adresse aussi à ceux et à celles qui devront reprendre le flambeau. Nous sommes de ceux-là. Vous retrouverez cet entretien ainsi que nos enquêtes sur leslettrelibres.com. C'est La Voix qui libère, le podcast de Les Lettres Libres. Et si vous aussi vous voulez présenter votre démarche ou votre entreprise dans La Voix qui libère, rendez-vous sur leslettrelibres.com. Participez à notre podcast. Merci infiniment, Monsieur Micheli. Le conformisme est le mécanisme le plus élémentaire de la vie sociale, écrivez-vous. C'est peut-être pour cela qu'il faut apprendre à le reconnaître avant de prétendre et résister. À très bientôt et merci pour ce podcast. Avec plaisir, au revoir.